Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez pu vous rafraîchir, passer un bon moment avec les photos de Francesca. Merci d'être là pour aborder la deuxième partie de cette nuit de la lecture. Alors, on va recevoir pour nous accompagner un personnage magique, Mathias Malzieu, qui est auteur, compositeur, qui écrit des livres fabuleux, qui en fait des films absolument incroyables. Il est justement en plein montage d'une sirène à Paris, l'adaptation au cinéma qu'il a réalisée de son dernier livre. Et il s'est échappé de la salle de montage pour être avec nous. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Mathias Malzieu. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Trop bien, j'ai l'impression d'être chez moi, mais avec plein de monde. Merci Mathias d'être là. Avec plaisir, merci à toi. On en rêvait depuis longtemps. On dit tu ou vous sur le plateau télé? On peut se tutoyer, on est en deuxième partie. D'accord, ok, ça marche. Bien. Eh ben, merci à toi d'être là. Avec plaisir. Tu es un des premiers artistes que j'ai interviewé. Je crois qu'on est venu faire la photo avec Francesca et tu as dit mais il n'y a pas une interview, et j'avais mon téléphone et on a fait la première interview comme ça. Ouais, et puis on a fait la petite photo aussi qui se retrouve maintenant dans le hall là. C'est un super souvenir aussi. Ouais. Pour Reading Wild, donc merci pour ça. Les passionnés de lecture, ça fait du bien quand même. Quand on sent quelqu'un qui vibre sur la question de la lecture, on a envie de lui parler longtemps. Parce qu'on sait qu'il y a plein de petits sas en plus, avec plein de livres, plein d'histoires à raconter. J'ai été tout à l'heure là sur la première partie, on parlait des résonances et de ce que ça fait à l'intérieur et ce que ça dit de soi. Et du coup, cette demoiselle est un labyrinthe de plein de livres avec beaucoup de choses à l'intérieur. Et en tout cas, merci de ta confiance, merci d'être là ce soir, parce que c'est une belle histoire. Et d'ailleurs, avec chaque artiste, on le disait tout à l'heure avec Marie, de se retrouver dans différentes salles. On s'est retrouvés aux Trois Baudets, ici à la Maison de la Poésie maintenant. Et on va continuer au mois au mois de mars pour les prochains Reading Wild Days. Oui, absolument. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire de vous retrouver à chaque fois. Alors là, je vais justement accueillir une artiste formidable que j'ai encore jamais rencontrée, avec qui j'ai pas encore pu faire le questionnaire. Donc cette soirée était vraiment la meilleure des occasions. Non, je vais aller là-bas. Et Clotilde Courreau nous suit depuis très longtemps sur Reading Wild. Elle a aussi été une des premières à poser pour notre expo lecture Mon Amour. Mais ce soir, elle vient ici à la Maison de la Poésie et pour la première fois, je vais lui soumettre le questionnaire lecture de Reading Wild. Mesdames et messieurs, Clotilde Courreau. Bonsoir. On va s'installer juste là. Ouais, et je vais vous amener un micro, je crois. Hop. Tenez. Je vais m'asseoir un peu. Bonsoir Clotilde, merci d'être là. J'attendais ce moment depuis longtemps. Merci de m'inviter. C'est un bonheur. Vous étiez, je crois, en spectacle cette semaine. Vous revenez tout juste. Oui, j'étais jeudi en Haute-Maurienne pour ce spectacle que je tourne depuis 2013, qui est Piaf, lettre intime, à partir d'une correspondance que Piaf a écrite avec son amant, avec l'amant qu'elle a eu ou qu'elle a espéré avoir juste après la mort de Cerdan, avec Lionel Suarez, parce que j'aime beaucoup lire en fait en lecture, en musique, pardon. Ouais. Alors vous pouvez, si vous voulez, vous tourner vers le public. Ouais, parce que moi je suis plutôt habituée à parler voilà. avec mes cahiers, puisqu'il paraît que je vais vous parler de la lecture. Absolument. Alors. Vous pouvez on voit bien que j'ai pas été à l'école, j'ai l'impression. Vous pouvez vous asseoir, mais c'est pour le public faire face. Moi, ça me dérange pas si on se tourne. Je sais pas, je vais trouver mon espace. Bon. Vous voulez qu'on aille s'asseoir là-bas? Non, ça va aller. Ça va? Oui. Vous êtes bien? Oui. Alors, Clotilde, on va commencer avec la question rituelle du questionnaire lecture de Reading Wild. C'est Clotilde Courreau. Quelle lectrice êtes-vous? Une lectrice gourmande, une lectrice curieuse, une lectrice insatiable, une lectrice fidèle. Et je laisse 3 petits points. Et infidèle, parce que je suis toujours à la recherche encore et je ne me lasse pas de découvrir toujours. Alors, vous disiez là, avec moi, je ne suis pas allée à l'école, mais finalement, cet amour de la lecture, il s'est déclenché comment? Assez naturellement, en étant comédienne, on vient, on est confronté alors c'est, en tout cas aux auteurs, à la littérature. Si la lecture est la littérature, à la littérature.
Mais effectivement, ce qui m'a retenu dans cette formation qui a été assez courte, c'est vrai que j'ai eu des professeurs de français et que ces professeurs de mon français m'ont initié aussi à la lecture. Alors pour vous, lire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est m'échapper au monde et peut-être trouver ma place. Votre premier souvenir de lecture? Alors, si on prend la question au sens littéraire, le tout premier, c'est vrai que j'ai 4 ans, 5 ans, je suis dans un jardin et j'ai un grand livre d'images et je suis plongée dans ce livre d'images et je m'échappe déjà au monde et j'ai en même temps le soleil qui me caresse et le vent qui susurre que je suis bien là et que je devrais rester là et que je suis en train de découvrir quelque chose qui va me rester à jamais. Le premier livre qui vous a marqué? Ah, c'est pareil. Alors, est-ce qu'on parle... comme je suis infidèle, j'en ai encore... aujourd'hui, me marque. Mais le tout premier livre qui m'a marqué. Celui qui... Je ne l'ai pas relu. Mais je sais que j'ai eu un choc très fort. Je ne sais pas bien pourquoi. Mais c'est La religieuse de Diderot. Sans doute dû à l'enfermement, à l'impossibilité d'être et d'exister. Sans doute celui-ci. Après, il y a eu Antonin Artaud, parce que la poésie est très vite rentrée dans ma vie. Artaud, à un moment de l'adolescence, il m'a accompagnée énormément. Effectivement, les auteurs classiques, tels que Racine, Euripide, mais aussi c'est vrai que Antigone de Hanouilh m'a profondément marqué, mais là on n'est déjà plus dans on est dans du théâtre, ouais. on n'est plus dans la littérature. Et vous disiez, ces livres m'accompagnent. Comment ils vous accompagnent? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ce sont des alliés? Ce sont des alliés, ce sont parfois des ennemis, en tout cas c'est toujours la volonté d'essayer de comprendre, d'un peu mieux comprendre le sens des choses, d'un peu mieux ressentir ce qui m'importe et ce que j'ai du mal à exprimer. Ce sont des auteurs qui aussi parfois me font rire. C'est vrai que le complexe de Portnoy, je pense que j'étais morte de rire de découvrir Philippe Ross. Mais c'est des êtres, souvent dans une solitude, qui racontent, ou une solitude ou pas, mais qui racontent une part d'eux-mêmes et qui la partagent avec des mots. Et ce sont des compagnons. Ce sont des compagnons pour pouvoir trouver encore une fois une place ou ma place. C'est même pas une place, c'est un sens à ce qu'est la vie, ce mystère qui restera un mystère d'ailleurs, parce que je pense que les interrogations sont plus intéressantes que forcément les réponses. le premier auteur que vous avez absolument aimé? Non, le premier, il n'y en a pas de premier, il y en a encore et encore et encore. Mais pourquoi le premier? Dans le Parce que le sens premier, du premier amour, même parfois quand on découvre un auteur, après on lit tout ce qu'il a écrit, ou c'est ce qu'on partageait aussi tout à l'heure avec Marie Modiano. ouais, il y a Christian Bobin qui a Ouais. été un auteur fondamental pour moi et qui a été effectivement quelqu'un qui m'a accompagné très longtemps. C'est clair, Bobin a un impact sur ma vie très puissant. Vous en faites une lecture d'ailleurs, je crois, très prochainement ou en juin. Non, j'ai la chance de pouvoir faire une lecture dans l'abbatiale de Conques sur La Nuit du cœur, ce qu'il il a écrit d'ailleurs. Voilà. Mais c'est un auteur que j'ai découvert avec La Folle Allure. Ouais. Voilà. Et Qui m'a parlé au cœur. Il en parle souvent du cœur enfant et de l'importance de l'invisible. Vous m'aviez parlé C'est un auteur qui répare aussi, qui me répare. Qui vous répare. Réconcilie, répare. Qui sont des mots protège, importants quand on parle des livres. Ouais. Qui sont des mots très importants. Mais c'est vrai que Mona Ozouf, elle me répare pas, mais elle me raconte, elle me permet de mieux comprendre. Et elle est puissante aussi dans sa forme littéraire. Parce que la forme littéraire est très importante pour moi.
Vous lisez aussi de la poésie. Oui. Quels sont, je crois que vous aimez beaucoup Verlaine, Paul Verlaine. Verlaine, non, ça a été un des premiers chocs, mais c'est de la poésie, mais ça a été mon premier choc poétique, on peut dire. Oui. Ça a été mon premier choc poétique, puisque dans une classe, je ne sais plus laquelle, on nous demande d'apprendre par cœur Mon rêve à moi, je crois, qui est une femme inconnue. Et je m'en souviens encore, c'est ça. Je l'ai sorti, hein, mais je m'en souviens encore. Il m'a tellement, tellement marqué. Une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Est-elle blonde, brune ou rousse? Mais là, il faudrait que je ressorte le texte. Si vous le voulez, je vous le dis. Bah oui, allez-y, allez-y. D'accord. Voilà. On vous écoute. Ah ben non, j'ai oublié. Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle blonde, brune, ou rousse? Je l'ignore. Son nom. Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Bravo. Je suis assez jeune. On nous demande d'apprendre ce texte. Et ce texte réveille ou résonne ou va toucher quelque chose de mon cœur enfant. Et il ne me quitte pas. Et qui nous touche aussi ce soir quand on vous écoute. J'ai envie de vous écouter lire tout le temps, du coup. Je ne sais pas si je vais... Alors, bah oui, du coup, ça crée une émotion. Alors, comme le premier livre qui vous a parlé d'amour. J'ai du mal avec le premier, vous avez vu? Oui, je vois, j'ai hésité, du coup, j'ai failli... Ouais. Mais quand... Ou le livre qui vous a le plus parlé d'amour. Parce que j'aime tellement son écriture. Ouais. C'est un peu un classique, il n'y a rien d'original, mais quand même, je ne peux pas ne pas le citer dans les auteurs qui m'ont accompagné, c'est Romain Gary. C'est un amour à sa mère, mais la promesse de l'aube. Vous relisez parfois les livres que vous aimez? Relis. Vous en lisez beaucoup? Non, je les retrouve. Je pense qu'on a des coups de foudre et puis on ne se souvient pas pourquoi ou comment, ou on se souvient de quelque chose et puis on les relit plus tard et on découvre encore quelque chose d'encore plus fort ou pas. Oui, parce qu'il y a des moments dans la vie, absolument. Oui, il y a des moments. Le livre que vous emmèneriez partout avec vous? Vous avez peut-être amené ce soir, je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas amené. mais je l'emmènerai partout parce que je l'ai pas encore vraiment terminé, que c'est une étude qui apporte ou pas des réponses, mais qui est une réflexion. C'est les pensées de Pascal. Je ne peux pas m'en lasser. Vous l'avez découvert à Tard. Et comment ce texte est venu à vous comment? Au travers d'une conversation, d'une rencontre avec un auteur. C'est ça qui est magique avec la lecture, c'est que... C'est ça qui est magique quand on est comédienne et donc on commence par le théâtre et puis à un moment donné on lit à haute voix les auteurs et on lit beaucoup les contemporains et on a la chance de rencontrer les auteurs
Et donc ces auteurs vous amènent encore à partager avec vous leurs livres de chevet. Et puis vous les prenez pas. Et puis il y en a certains qui restent. Et puis il y en a qui deviennent majeurs. Donc les pensées de Pascal, c'est vraiment quelque chose... Parce que je suis vraiment à la recherche même de ce qu'est être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que la vie ? Ça me passionne. Donc forcément, ça me passionne autant chez les historiens, autant chez les philosophes. J'ai pas fait de philosophie. Que vous lisiez pas forcément. Ah non, moi j'ai pas lu du tout de philosophie. Je n'ai pas étudié la philosophie, mais c'est pas trop tard. J'aimerais beaucoup l'étudier. La plus grande vertu de la lecture, selon vous, ça va rejoindre peut-être un peu ce qu'on vient de se dire sur Pascal. Oui, trouver des réponses, hein, s'il y en a. S'il y en a. Parce que je ne pense pas fondamentalement qu'il y en ait à la fin. À la fin. Mais c'est pas très grave. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de s'enrichir, d'affiner sa pensée. Donc, quelle est la plus grande vertu de la lecture ? Effectivement, d'affiner sa pensée, sa réflexion, de ne pas aussi être dans un vide abyssal dans lequel on peut se retrouver, dans le monde dans lequel nous vivons, prendre de la distance, s'échapper, et ne pas être manipulable, forcément. Votre titre de livre préféré. Non, je taquine. J'allais dire votre premier titre de livre préféré, mais c'était pour plaisanter. Votre titre de livre préféré. Oh là là. Il y en a plein. Mais c'est vrai que là, comme j'ai une affection particulière pour Bobin, je vais dire La folle allure, La nuit du cœur. Il a des titres magnifiques. La présence pure. C'est quand même des titres qui sont assez incroyables. Très, très fort. La place des livres dans votre maison, ils sont comment ? Ils sont partout. Mais ils sont vraiment partout. C'est comme des plantes sauvages qui poussent. Alors, c'est pas très organisé, c'est un chaos littéraire. C'est comme vous l'avez compris, je suis curieuse de tout. Donc, il y en a partout. Plus les textes que je lis, donc qui sont découpés, voilà. Je refais des carnets. Donc, il y en a vraiment partout, 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 partout. Il faut que j'arrête parce que moi, je n'achète pas grand-chose, mais alors c'est très compliqué pour moi de ne pas acheter des livres. Donc je fais partie de ces gens qui vont dans les librairies et qui achètent, comme nous tous qui reviennent ici avec ce soir, 5-6 livres. Et que vous ne lisez pas forcément tout de suite. Pas tout de suite, pas forcément, mais ça je les ai. Le Tsungo Doku. C'est le fait d'accumuler plein de livres autour de nous qu'on a très envie de lire, mais qu'on n'a pas encore tous lu. Non, mais on lit, hein. Oh, bah oui. On les lit. Parfois, on achète... Bon, alors c'est vrai que j'achète aussi des choses un peu plus politiques. Ça, c'est encore un peu compliqué, mais ça m'arrive. Puis j'ai la chance de faire un métier aussi qui, quand on se retrouve dans un rôle où finalement on prépare, mais on prépare au travers de la lecture et on prépare au travers des sociologues, des essais sur le film qu'a fait Marie Castille Mention-Char. Je me suis retrouvée à jouer une femme qui se retrouvait à perdre sa fille en Syrie. Bon, je ne me suis pas préparée sur l'aspect organique maternel, mais beaucoup plus sur l'aspect sociologique de la montée des extrémismes et de Daesh. Et les livres, du coup, vous accompagnent dans ces moments-là, dans cette préparation ? Ah oui, Abdenour Bidar m'a accompagnée et ses livres sur la fraternité sont formidables. Donc voilà, c'est Bobin, Abdenour Bidar, des grands écarts, mais finalement, je trouve que tout se rejoint. Et j'ai besoin de tout. Moi, je suis une lectrice aussi qui peut lire en même temps plusieurs livres. Alors, d'ailleurs, ça fait du bien, hein, penser Pascal. Hop, on va prendre un truc sur dis-moi qui tu m'aimes, qui tu aimes, je te dirai qui tu es. C'est un truc thérapeutique. Et puis voilà, ça m'allège, ça revient. Alors, s'il ne fallait garder qu'un mot, pour vous, les livres sont... Moi, je vais lire une phrase de Bobin. Ouais. Ce serait bien. Je voulais lire aussi la préface. Et on va le faire. Ah ouais, d'accord. Si vous en avez envie. Non, c'est si on n'a pas pris trop de temps. Bah non. Je ne sais pas. Mathias vous écoute. Ça, pour répondre... Vous voulez poser un texte ici ou... Oui. Vous pouvez vous...
Le cahier de Lerne, pour découvrir les auteurs, vous connaissez évidemment. C'est assez simple. Je ne crois qu'au concret, au singulier, aux maladresses de l'humain, pas au prestige des machines. Les livres sont des âmes. Les librairies, des points d'eau dans le désert du monde. Les lettres manuscrites sont comme les feuilles d'automne. Parfois, un enfant ramasse l'une d'elles et déchiffre l'ampleur d'une vie en feu, à venir. Ce qui parle à notre cœur enfant est ce qu'il y a de plus profond. J'essaie d'aller par là. J'essaie seulement. C'est pas mal comme définition. Si j'avais pu répondre quel type de lectrice je suis. C'est une très jolie réponse. Et merci beaucoup pour toutes vos très jolies réponses et votre présence ce soir. Merci. Merci. Merci à vous. C'était un très beau moment. Merci. Merci Clotilde. Merci pour le partage. Merci. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois. Je suis ravie de ce premier moment et j'espère à très bientôt dans les théâtres, sur les scènes, dans les abbayes pour vous écouter lire et parler de lecture. Merci infiniment. Clotilde Courreau, mesdames et messieurs. Quelle entrée en matière. C'était beau. J'ai oublié que j'allais devoir parler ensuite, moi. J'écoutais, donc j'étais complètement spectateur, j'étais avec vous là-bas. Donc maintenant, c'est à moi. C'est à vous. Okay. C'est à toi. C'est à toi de nous parler de toi, évidemment, ton rapport à la lecture, des livres que tu aimes. Alors, voilà, comment ça a commencé, cette boulimie, cet amour de la littérature? Ça a commencé très tard, en fait. Parce que quand j'étais petit, j'étais un peu hyperactif. Ouais. Et j'avais pas compris. Toujours un peu. Un peu. J'avais pas encore compris que mon hyperactivité était aussi une hypersensibilité. Et ni je l'avais compris, ni peut-être mes professeurs, etc. Ce qui fait qu'on croyait que juste le fait de me dépenser physiquement suffirait à canaliser la bête. Donc c'était le football, le tennis, courir dans les bois, se cacher, tout ça. Et ça marchait bien quand j'étais petit. Et puis en fait, finalement, à l'adolescence, c'est le fait de découvrir, par le biais de la musique, notamment du rock and roll, la Beat Generation, tous les écrivains américains, le cinéma, à la fois la nouvelle vague et en même temps le cinéma d'aventure, ou toutes ces choses-là, qui est en fait la question des histoires. Je me suis aperçu que j'avais besoin qu'on me raconte des histoires et besoin d'en raconter. Et là, du coup, finalement, l'accès le plus direct, ça reste quand même les livres. Et c'est là que j'ai commencé à me fabriquer une culture personnelle, un panthéon personnel, où il y a plein de trous, parce que j'ai pas lu tous les classiques, loin de là. Oui, tu me disais, je suis un peu un lecteur de Comme à la roman, de Daniel Pénac. Exactement, c'est-à-dire que j'entendais justement Marie Modiano qui disait exactement l'inverse, qu'elle était très méthodique et que même quand un livre ne lui plaît pas, elle va jusqu'au bout. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ça, mais moi, pas du tout. C'est-à-dire que si ça me plaît pas, je finis pas, je lis à l'envers, je regarde la fin, enfin, je mange avec les doigts, quoi. C'est à partir du moment, mais par contre, avec énormément d'appétit. C'est-à-dire que, et j'aime aussi, par contre, un petit peu comme disait Clotilde, acheter des livres. Et tant pis si j'ai pas tous le temps de les lire. Alors, parce que du coup, je me fais une caverne d'Ali Baba et quelque part, les murs de la maison sont recouverts de livres. Et en fait, je les aime mieux comme ça. C'est la meilleure déco du monde. J'ai l'impression qu'ils ont un pouvoir magique sur moi. À partir du moment où j'ai le désir de les lire, c'est déjà quelque chose. C'est vrai que j'achète même des livres en anglais, alors que j'ai pas suffisamment d'anglais pour les lire. Je le sais, j'adore la Shakespeare et compagnie. Et je suis à 2, 3, 4 et tout, ils sont trop beaux. Parce que j'aime en plus le rapport à l'édition qu'ont les anglo-saxons. Je sais que tu aimes leur façon de faire les couvertures, c'est plus démocratique. C'est plus accueillant, c'est moins muséifié. Nous, on a l'impression que si on met pas une couverture blanche, on n'est pas littéraire. Mais toi, tu soignes tes couvertures aussi un peu. Moi, j'aime bien ça. Tu vois une sirène à Paris. J'aime bien ça, ouais. C'est différent. J'aime bien parce que c'est un objet. Et moi, j'ai été attiré par les objets aussi. Justement, alors que j'étais pas un lecteur quand j'étais petit, il y a des choses qui... les livres de Roald Dahl, on a fait la photo ensemble, illustrés par Quentin Blake.
c'est vrai que c'est aussi c'est une clé en fait pour un univers. Donc moi j'aime bien tout ce qu'en fait qui casse le trop sérieux. C'est pour ça que j'ai accepté avec joie et honneur d'être le parrain du centenaire de Boris Vian. C'est parce Ouais. que il disait tout le temps qu'il fallait détruire l'esprit de sérieux. Mhm. Et avec beaucoup de sérieux, justement. Et c'est ce qui permet la possibilité, ce qui permet la fantaisie. Et ça n'empêche pas ni de s'émouvoir, ni d'être profond, au contraire. C'est s'ouvrir la possibilité d'un peu tout. Et j'aime pas quand il y a trop de chapelles et trop de castes. Et c'est le moment où je me suis aperçu que les livres et certains auteurs pouvaient me permettre de voyager entre les films, la musique, les livres, la littérature, la poésie, que je me suis senti pleinement moi-même. Ça a été une espèce de petite colle entre plein de petits bouts qui se formaient à l'adolescence. Et c'est cette colle ou cette sève qui a fait le tout petit arbre que je suis aujourd'hui. Un très bel arbre. C'est gentil, mais seulement 1m66, c'est à peine une sapinette. Une belle sapinette. Mais tu parlais de ces découvertes. Boris Vian, j'imagine, fait partie des premiers auteurs justement qui t'ont... Ouais, j'ai une jolie histoire avec Boris Vian parce que on me l'a offert. On m'a offert l'écume des jours et c'est une Chloé qui m'a offert l'écume des jours dont j'étais amoureux. Et ouais, elle m'a offert son livre, tout machin. J'étais là, ouais. J'ai fait un peu le malin, je ne l'ai pas lu, puis elle m'a quitté. Sûrement parce que je faisais trop le malin d'ailleurs ou que je lisais pas assez de livres. Et elle avait raison du coup. Et puis du coup, pour faire un peu perdurer sa présence, eh ben, je me suis mis à lire ce livre, L'écume des jours, avec cette histoire de Chloé, avec cette histoire de Duke Ellington. Donc ça connectait avec le jazz New Orleans qu'écoutait mon père. Ça a développé un imaginaire. Et il y avait ce souvenir de cette fille avec qui j'avais pas été du coup sûrement assez bon pour que ça dure un peu plus longtemps, assez correctement intéressant. Et du coup, j'ai eu vraiment une révélation. Donc, j'ai commencé à remonter l'arbre généalogique de Boris Vian. Donc, il y avait les chansons. Je me suis aperçu qu'il faisait plein de choses différentes, et avec la même curiosité, la même gourmandise et le même appétit. Et oui, ça a été un vrai coup de cœur, vraiment. Et lui, il m'a amené aussi vers les surréalistes et vers la Beat Generation qui s'inspirait des surréalistes et vers cette joie ludique du mot, en fait. On peut même s'amuser avec la mélancolie. C'est ça qui m'a marqué chez Vian. Ça swing tout le temps chez Vian. C'est tout le temps, on s'amuse, même pour être triste, on ne va pas plomber pour montrer qu'on est triste. On va swinger, même si on va mettre des accords mineurs, et même dans ses livres. Et ça, je trouve ça... moi, c'est ce qui me fait le plus frissonner. C'est comme Charlie Chaplin, quoi. Charlie Chaplin nous fait pleurer parce qu'il nous fait rire. S'il nous faisait pleurer tout le temps, eh ben, on pleurerait que moyennement. Et du coup, tu as plongé complètement dans l'univers de Boris Vian. Tu as tout lu ou... J'ai pas tout lu, c'est impossible. Ou alors il faut avoir 3 vies, comme lui, comme je disais dans la petite préface que j'ai fait, c'est que Oui, il est juste là. Ouais. Finalement, il a 120 ans, donc à 100 ans, il n'est pas vraiment mort, parce que avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, on a l'impression qu'il s'est démultiplié. Et c'est vrai que ce pouvoir de multipliance, moi, me fascine, parce que ça t'oblige à avoir du recul. Si tu es toujours la même personne, dans la même posture, du coup, on finit par une imposture, parce qu'on est toujours exactement le même. Et on est des êtres humains avec des colères, des joies, des sensations. On bouge tout le temps. On a notre tectonique des plaques émotionnelles qui est en évolution tout le temps. Donc un Vian qui assume ça, de fois être directeur artistique de maison de disques, d'être chansonnier, trompettiste, d'organiser des surprises parties, d'inventer le mot tube et d'écrire des romans. Pour moi, je trouve qu'il y a une fraîcheur là-dedans extraordinaire. Évidemment, on peut que déplorer le fait qu'il n'ait vécu que 39 ans, mais quelque part, il en a vécu 120. Et moi, j'ai pas eu les 120 ans pour tout lire, mais j'en ai quand même lu beaucoup. Et je connais aussi vraiment très très bien ses chansons. Et oui, je suis un amoureux de Vian, c'est sûr. Et vous avez quelques points communs. Dans je sais pas. La musique, l'écriture. Bah, en tout cas, je l'admire beaucoup. Je sais pas si j'aurais pas la prétention. Même les surprises parties. Oui. T'en organises quelques-unes. Oui. C'est vrai que je me suis amusé dans ce livre-là que j'adapte au cinéma, à inventer une société secrète qui s'appelle les Surprisiers. Ouais. Et qui cachait des livres pendant la guerre, des surprises, des jouets, mais aussi principalement des livres sur le rebord des fenêtres des gens après le couvre-feu. Des commandos de poésie dans une sirène à Paris. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que Boris Vian a inventé le concept de surprise party. Mais oui. Il y a une très jolie histoire aussi là-dessus, sur vraiment tout ce qui se passait à Saint-Germain dans les caves.
Ah, je viens de manger son nom alors qu'on la connaît toutes et tous. Dans... Merci beaucoup. Bravo. Donc, vous pouvez raconter la fin de l'histoire, vous la connaissez du coup. Mais voilà, Juliette Gréco, en fait, qui est en train de dîner dans un endroit qui va devenir le tabou. Et elle met son gros manteau de fourrure sur une chaise et la chaise tombe quand elle se lève et la chaise tombe dans un escalier et entraînée par le poids du manteau. Elle va chercher son manteau et elle découvre qu'il y a une cave où sont stockés à peu près rien et tout. Et elle dit au propriétaire, est-ce qu'on pourrait organiser des fêtes là-dedans si vous voulez, c'est le début de toutes les surprises parties, de tout ce Saint-Germain créatif qui swing, qui fait découvrir le bebop en France et toute la littérature qui va avec. Donc, des accidents heureux. Et alors, au-delà de Boris Vian, tu parlais tout à l'heure de la Beat Generation. Qui sont les auteurs qui t'ont... Je crois que tu aimes beaucoup Richard Brautigan. Qui sont les auteurs qui t'ont totalement accroché aussi? Alors, il y en a énormément. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à avoir envie de faire du stop. Tout à l'heure, pareil, j'entendais, on disait que certains livres nous donnaient envie de faire des choses, nous donnaient envie d'écrire. Mais moi, il y a un livre qui m'a donné envie de faire de l'autostop, c'est Sur la route de Jack Kerouac. Dire que je voulais, comme lui, mesurer la géographie avec le goût des tartes aux pommes et des glaces à la vanille. Alors, c'est moins le cas en France, mais je me suis mis à partir parce que je lisais ce livre et je voulais être comme lui. Je voulais être comme Dean Moriarty. Je voulais vivre cette sensation d'ultra-vie. J'en voulais toujours plus. Et ces livres-là donnaient le tempo et la tonalité. Tout cet esprit, donc Beat Generation, qui était donc le rythme du bebop. Et pour moi, Boris Vian, c'est un peu l'incarnation de ça. Pas la version française, parce que ça faudrait dire VO comme si c'était la même chose en français, pas du tout. C'est une interprétation et une réinterprétation de tous ces auteurs-là, de Ginsberg, de Corso, de Baruch, tous ces types-là qui ont été... qui ont été dans la joie créative extrêmement sauvage et très libre, avec encore une fois un besoin de casser, mais pas trop intellectuel, quoi. Quelque chose d'assez punk finalement. Un de tes livres préférés de Richard Brautigan, ce serait c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le préféré, c'est toujours difficile, mais je dirais qu'un Mémoire sauvée du vent. Ouais. Parce qu'il y a toute sa fantaisie et en même temps il y a une part d'ombre qui fait peut-être encore plus ressortir la fantaisie. C'est un livre incroyable sur son principe, je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui hésite entre acheter des balles pour sa carabine ou des baskets. Et le début du livre est comme ça. Et en fait, malheureusement, il va acheter des balles pour sa carabine et involontairement, en jouant dans une forêt, il va tuer quelqu'un. Et en fait, il raconte le livre, c'est la vie qu'il aurait eue s'il avait acheté des baskets. Donc rien que ce principe-là, c'est génial. Ouais. Et la mise en place est géniale. Et après, c'est toute la question, c'est le style. Et Brautigan et un génie comme Chaplin est un Chaplin de l'écriture parce que il a ce côté, même sur la mélancolie, il met de l'humour dans la mélancolie. Donc c'est le yin et le yang. Il y a toujours du blanc dans le noir. Et du coup, il y a un rapport au contraste qui fait que, en tout cas moi personnellement, ça m'émeut beaucoup. Est-ce que tu as envie de nous lire un petit peu de Richard Brautigan? Oui, j'ai amené quelques trucs. Alors ça, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Vengeance de la pelouse. Et je vais vous lire un petit texte qui s'appelle La dactylo d'Ernest Hemingway. Alors en tant que jeune écrivain, plus si jeune que ça, ce texte m'avait beaucoup parlé. La dactylo d'Ernest Hemingway. On dirait de la musique religieuse. Un de mes amis venait de rentrer de New York où il s'était fait taper des textes par la dactylo d'Ernest Hemingway. C'était un écrivain à succès, c'est pourquoi il est allé chercher ce qu'il y a de meilleur, en l'occurrence la femme qui a été la dactylo d'Ernest Hemingway. Assez pour vous couper le souffle et vous marbrer les poumons de silence. La dactylo d'Ernest Hemingway. Elle est le rêve vivant de tout jeune écrivain, avec ses mains qui ont l'air d'une harpe et la profonde intensité de son regard, tout cela accompagné d'un bruit mystérieux, ça frappe. Il l'a payé $15 de l'heure. Ça fait plus d'argent que n'en touche un plombier ou un électricien.
$120 par jour, une dactylo. Il a dit qu'elle se charge de tout. Il suffit de lui remettre le manuscrit et comme par enchantement, vous avez une orthographe séduisante et parfaite, une ponctuation belle à en pleurer et des paragraphes comme des temples grecs. Et elle finit même les phrases pour vous. C'est la dactylo d'Ernest. C'est la dactylo d'Ernest Hemingway. Merci beaucoup. Alors là, Oui, c'est des je veux bien. petits poèmes. J'avais eu l'honneur d'être invité ici pour en lire quelques-uns il y a quelques mois. C'est l'intégrale de ces poèmes. J'ai eu la chance de le préfacer, donc j'étais tout intimidé. Et là, en fait, je vous ai sélectionné que des poèmes un peu érotiques. Parce qu'en fait, il a un rapport à l'érotisme qui ne se prend pas au sérieux et qui est, je trouve, très agréable parce qu'il est vraiment dans le jaillissement amoureux, c'est-à-dire dans un truc de gourmandise et que j'aime beaucoup. Donc, si vous avez moins de 18 ans, eh ben, écoutez bien. Portrait d'une jeune promise pendant sa lune de miel. Le désir dans ses yeux est assis à califourchon sur un cheval à bascule. Ses seins sont comme de petites tasses de thé. Et son vagin est une cloche de Pâques. Là, il faut l'applaudir, hein, parce que sinon, moi, je suis un chanteur de rock. Alors, celui-là, il est pas sexuel. Mais j'en ai quand même choisi un pas sexuel, mais qui me touche énormément, que je pourrais me répéter comme un mantra tous les jours. Il s'appelle Mère Adrénaline. Mère Adrénaline, avec ta robe de comète, tes chaussures d'ailes vives et ton ombre de poisson volant, merci de te pencher sur ma vie, de la comprendre et de l'aimer. Sans toi, je suis mort. Celui-ci s'appelle, il a des titres toujours géniaux, qui sont des fois plus longs que les poèmes en soi. Choisie par la beauté pour être une servante des étoiles. Choisie par la beauté pour être une servante des étoiles. Elle passe comme une brosse d'argent sur les lentilles d'un télescope. Elle brosse les étoiles, les galaxies et les années-lumière dans l'ordre que nous leur connaissons. Bon, je vais arrêter de vous embêter avec mes trucs. J'en lis un tout petit. Il est vraiment, on ne peut pas faire plus petit comme poème, mais j'aime bien. Vous êtes prêts? Ça va être très court. Ça s'appelle « Saute-moi comme des pommes frites ». Vous êtes prêts? Saute-moi comme des pommes frites, la matinée la plus merveilleusement affamée de ma bon Dieu de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mathias. Alors, saute-moi comme des pommes frites. Je pense que c'est une bonne transition pour notre prochaine invité. Très bien. Tu me facilites. Pourquoi les Belges? La mission, non. Non, mais on va avoir le plaisir de recevoir Emma de Caunes, qui comme toi est une immense book lover, que j'ai aussi rencontrée au tout début du projet Reading Wild. Et je pense que vous avez quelques points communs dans les auteurs que vous aimez. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Emma de Caunes. Bonsoir. Je vais t'amener un micro. Ah bah oui. T'as bien chauffé la salle, c'est bien. Oui. C'est sympa chez vous. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Tiens, bah, installe-toi comme tu te sens. Peut-être plus au centre, parce que sinon tu vas être avec le tabouret. Mais... Je garde mon petit livre avec moi, enfin mon gros livre. Ah bon, voilà. Regarde. Il faut juste que je vienne près de toi. Non, ça passe. Je fais 1m2, je devrais y arriver. Voilà. La sapinette. C'est la soirée des sapinettes. C'est quand même dingue c'est toi qui as préfacé ça? C'était dans ma liste de mes livres préférés. C'est vrai? Ah, génial. Et en plus, du coup, on avait fait un truc ici
Comme la préface, je parle du fantôme de Richard Brotigan comme si je le rencontrais dans un bar et que personne ne le reconnaissait alors que c'est quand même un type extraordinaire. J'avais fait venir un ami qui s'appelle Nicolas Ullmann, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était venu vraiment, mais exactement costumé avec un vrai, il avait pris un coiffeur de cinéma et tout, exactement comme sur la pochette. Et il venait faire le fantôme de Brotigan. Et il était avec une machine à écrire, il buvait du whisky, il m'avait amené du whisky, c'était vraiment du vrai whisky. Et il avait lu, je l'avais fait lire quelques poèmes ensuite, c'était un super souvenir. Et il est particulièrement bien celui-là parce qu'il est en anglais et en Ouais, français. c'est bilingue. Ouais. Pour ceux qui aiment bien lire en anglais, enfin l'original. Ouais, il est génial. Bon, bah, on va enchaîner alors avec. Ça va, je suis pas trop près. Ouais. Non, tu peux te rapprocher. Alors Emma, je suis ravie de vous recevoir, Moi de te aussi, recevoir ici pour cette nuit de la lecture à la Maison de la Poésie. Ça fait longtemps qu'on a rendez-vous sur une scène et je suis contente qu'on puisse le réaliser ce soir parce qu'on a fait l'interview pour le site, mais c'est chouette de partager avec le public. Mais c'est super ce que tu as réussi à faire, surtout Sylvia, bravo. C'est parce gentil. que c'est parti Merci. d'une petite interview et ça devient une réunion d'amoureux de... Ben non, bravo, vraiment, c'est super, ouais. C'est un bel événement. Je trouve que c'est super de voir que vous êtes si nombreux. Et voilà, dans ce si joli endroit. Et merci d'être là. Et ben, bon, allez, on arrête un peu. Bah ouais, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà. Alors, Emma Decaune, Tu me tutoies ou tu me tutoies? Quelle lectrice es-tu? Voilà le questionnaire en dessus. J'ai jamais fait. Quelle lectrice es-tu? Je suis une lectrice dissipée, un petit peu. Ça vous étonne? Non, en fait, je suis un peu monomaniaque. Donc, quand j'aime un auteur, je vais le lire, mais vraiment, genre, tout. Je vais lire aussi plusieurs livres à la fois, ce qui peut un peu être compliqué. Et surtout, j'ai un gros problème, c'est que je n'aime pas les fins. Je n'aime pas finir. Surtout, enfin, si j'ai aimé le livre, c'est très compliqué pour moi de me dire que ça va être terminé. Donc parfois, je reprends je fais une espèce de rewind. Ouais. Et surtout, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la lecture à Paris n'est pas la même que dès qu'on est un peu à la campagne, à la mer ou à l'étranger. Ouais, j'ai plus de mal à être complètement à fond dans un seul et même livre quand je suis à Paris. Et voilà, mais c'est peut-être lié à l'idée du voyage, des vacances, d'être plus loin, de pouvoir être peut-être plus concentré. Je sais pas. Pour toi, lire, c'est quoi? J'aime quand tu prends ce petit air Bernard Pivot. Je sais pas si c'est la bonne référence. Non, c'est pas, en ce moment, c'est pas très à propos, pardon. Alors, pour moi, lire, c'est... Je sais pas, prends-moi pour Laura Adler. Oui, c'est vrai. Oui, mais enfin, elle est là, non? Oui. Pour moi, lire, c'est évidemment s'évader, s'échapper, tout ça. Mais c'est surtout revenir à soi. T'es bien, celle-là. Oui, j'aime bien. Premier contact, premier souvenir avec les livres. Alors, le vrai premier, c'était ce livre-là. C'est pour ça que je l'ai apporté. Ah. Et tu m'en as parlé quand on a ouais. fait l'interview et je suis heureuse de le voir aujourd'hui. En fait, j'avais une grand-mère que j'adorais, que peut-être certains d'entre vous, dont peut-être certains d'entre vous se souviennent. Elle s'appelait Jacqueline Joubert. Elle était présentatrice à l'ORTF. C'était un autre siècle. Et elle m'a fait découvrir Jules Renard. Et Jules Renard, pour les enfants, enfin en tout cas la petite fille que j'étais, c'était absolument magique parce que surtout particulièrement les histoires naturelles, parce que c'est un genre de bestiaire où en fait il parle de tous les animaux avec une poésie folle, avec beaucoup d'humour. Et en fait mon préféré c'était le papillon. Tu m'avais parlé de l'araignée aussi, non? Ah oui, il y a l'araignée aussi, mais j'aime moins les araignées. Le papillon, elle dit « Ce billet doux plié en deux cherche une adresse de fleurs. » Ah, j'aime bien entendre ce petit... Non, il y en a plein des très très jolis. Bon, il est très beau parce il que est très beau parce qu'il est comme un fétiche. C'est une vraie édition d'époque, tout ça. L'écureuil. Ouais, avec plaisir. Du panache, oui, sans doute, mais mon petit ami, ce n'est pas là que ça se met. C'est quand même assez... pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, je vous conseille les histoires naturelles de Jules Renard. Voilà, ça c'était mon premier choc, ma première vraie rencontre avec les livres et puis un auteur que j'ai par la suite adoré, parce que le journal est aussi assez fabuleux. Ouais. Eh bien alors, le premier auteur que vous avez aimé?
Alors, c'est un peu pareil que Clotilde. Premier, c'est dur parce que pour être précise, je ne saurais pas trop. Je sais que Prévert a été un grand choc, mais parce qu'à l'école, on l'apprenait et que je trouvais ça magique. Donc, Parole de Prévert, ça a été vraiment un choc. Et ensuite, il y avait beaucoup de livres de Frédéric Dard qui traînaient chez moi. Mais à quel âge alors? Ah bah, à l'adolescence. Ah oui. C'est un âge correct pour Oui, lire. après le panache de l'écureuil, Oui. c'est pas mal. Non, mais Frédéric Dard, en fait, bon, il y avait évidemment tous les San Antonio, mais que je trouvais trop compliqués, enfin, qui n'étaient pas trop mon truc. Par contre, tous les petits polars qu'il a écrits au Fleuve Noir, qui n'étaient pas des San Antonio, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, je les ai dévorés parce qu'il y avait un côté roman noir, mais évidemment bourré d'humour. Et puis surtout une langue, parce que moi j'ai quand même un amour des mots, voilà. Et tout à coup, c'était, je sais pas, c'était d'abord, ça me paraissait possible à mon âge, donc je devais avoir 14-15 ans. De le comprendre et puis surtout de m'approprier ce langage qui était un mélange d'argot, de langage imaginaire, enfin, parce qu'il a quand même aussi inventé plein de mots, Frédéric Dard, et puis de quelque chose qui était à la fois populaire mais plus fin que ça en avait l'air, enfin je sais pas. En tout cas, je sais que j'étais monomaniaque de Dard pendant mon adolescence, en même temps que j'écoutais Prince, donc ça faisait un truc bizarre le mélange, mais c'était ça mon univers. Ce qui t'a séduit dès le début dans l'acte de lire, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite? Je pense jouer avec les mots. Je jouais avec les mots. Enfin, j'aimais, l'idée d'une langue. J'aimais enrichir mon vocabulaire, mes expressions. J'aimais qu'il y ait de l'humour. J'aimais aussi. Bon, je viens d'une famille de gens qui aiment bien les mots. On aime bien faire des contrepétries à table, tout ça. Je sais, c'est pas très poétique. Enfin, quoique. Ça peut être très poétique, les contrepétries. Mais du coup, je pense qu'il y avait ce rapport à... voilà, pour moi, c'était élargir un peu le chemin des possibles pour moi, dans ma manière à moi de m'exprimer aussi. Et de pouvoir rire et de pouvoir... rire aussi beaucoup. Ouais. Le premier livre qui t'a parlé d'amour? Ah là, c'est pas drôle du tout. C'est Belle du Seigneur. D'Albert Cohen, qui m'a retourné complètement le cerveau, que j'ai relu plusieurs fois. Ouais. Petite fascination pour Solal, s'il existe, je veux bien le rencontrer. Non, oui, c'était vraiment. Alors là, vraiment, j'étais. Mais là, c'était pareil. C'était après Frédéric Dard, un autre style, un autre style. Mais j'aimais bien basculer d'un style à l'autre aussi. Mais c'est vrai que il y a celui-là, évidemment, L'écume des jours de Vian, que j'ai lu à peu près à la même époque. Et puis de la poésie aussi. Et tu disais Solal, on peut tomber amoureuse d'un personnage de livre? Complètement. J'en suis la preuve vivante. Oui, bien sûr. Mais ça vient après dans ton questionnaire, cette question, non? Oui, on peut faire aussi, un jump. Ouais. Là, il y a un autre personnage romanesque, tellement romanesque, dont je suis tombée amoureuse, mais ça, c'est beaucoup plus récent, c'est Martin Eden, évidemment. Oui. Ah bah oui. C'est incroyable. Ça, on est d'accord. Même les garçons tombent amoureux de Martin Eden. Bah oui. Bah oui, parce que... Et pourquoi, ouais. Alors, j'ai essayé de réfléchir pourquoi. Je pense parce que moi, j'aime les gens curieux. Ouais. Et pour le coup, vraiment, ce qu'il définit, c'est sa curiosité, c'est son envie d'apprendre, sa soif d'apprendre. Parce qu'il est amoureux et parce que les barrières, parce qu'il vient d'une classe sociale qui est tellement éloignée de la sienne et qui va d'ailleurs... il va bien déchanter, mais moi je pense qu'il y a ça, puis il y a quand même aussi dans l'imaginaire forcément quand même un beau marin de 20 ans un peu musclé qui met des bonnes castagnes au poivreau dans les bars. Ça, moi j'aime bien, le côté bad boy, j'aime bien. Le livre que tu aimes offrir? Alors c'est là où on va se rejoindre avec Mathias. Moi c'est Un privé à Babylone. Voilà, Un privé à Babylone que j'ai beaucoup lu. Que je relis, que je relis souvent, parce qu'il y en a toujours plusieurs exemplaires chez moi, puisque je l'offre beaucoup, je me le rachète, puis parfois j'oublie que je l'ai en double. Enfin voilà, il est un peu partout chez moi. Et c'est un livre que... Raconte, c'est quelle l'histoire qui raconte quoi? Alors l'histoire, c'est un détective privé un peu loser, enfin très loser, qui est criblé de dettes, c'est vraiment limite un clodo, qui a cette faculté de pouvoir s'évader, de s'y mettre dans Babylone, qui est donc son monde imaginaire à lui,
Où là, dans ce monde-là, il a une secrétaire hyper sexy. Son double s'appelle, je crois que c'est Smith, c'est ça son nom. Et puis, à qui évidemment, il arrive des aventures extraordinaires, complètement loufoques, c'est déjanté, c'est drôle. Et en fait, le problème, c'est que ça lui permet d'avoir des failles spatio-temporelles un peu compliquées à gérer quand il revient à la réalité. Mais c'est une histoire de loser magnifique, j'ai envie de dire, un truc comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me réconforte dans ce bouquin. Je ne saurais pas très bien expliquer quoi, mais c'est comme un... Tu posais la question du livre pansement ou un truc comme ça, dans un moment. Alors c'est plus loin aussi. Ah oui, merde. C'est ça. Le livre que tu emmènerais partout avec toi? La Bible. Et alors pourquoi? Parce que c'est pratique. Parce que j'ai jamais réussi à lire la Bible. J'ai essayé, hein. Mais putain. Quel auteur déjà? C'est vrai que j'aurais pu citer l'auteur. Ouais, quand même. Mais c'est un livre que je suis sûre qu'il doit être passionnant. Non, mais j'aimerais bien, mais J'ai pas lu en entier, mais il y a des trucs qui m'ont plu. Hein. Ouais. Mais t'as tout compris? Non. Non, mais il y a des trucs qui m'ont... Alors que on va pas rentrer dans cette une grosse discussion là-dessus, mais c'est vrai que je suis pas spécialement croyant, mais il y a des histoires qui m'ont passionné. Il y a des moments même très poétiques en fait. Vraiment. Ah bah oui. Assez épiques. Ouais. Mais dur à finir quand même. Ouais, j'ai jamais... Puis il y a toujours un papier un peu pourri là, comme ça, sur le truc, les papiers Bible comme ils appellent. Pas de belles éditions. Ouais. Le chef-d'œuvre que tu aimerais relire pour la première fois, la Bible? Ah bah non, ça Non. c'était... Non. Le chef-d'œuvre que j'ai... Les Illusions perdues de Balzac, ça m'a quand même bien marqué. Et c'est assez drôle parce que finalement, j'ai fait le rapport. C'est intéressant ton questionnaire parce que ça nous permet de faire un petit travail d'introspection. En tout cas, sur ce qu'on... Oui, les lectures qui nous ont construits. Moi, j'aime bien, je crois, Les Illusions perdues. J'ai adoré Les Illusions perdues. Et c'est quelque part, il y a un lien avec Martin Eden. Donc, il doit y avoir un truc là-dedans qui me titille. C'est-à-dire sur cette espèce de volonté de faire partie d'un monde qui n'est pas le sien, d'avoir peur du regard de l'autre, de vouloir se prouver quelque chose. Enfin, voilà, c'est des héros toujours un peu... Et puis, puis Balzac, quoi. Bon. Ça m'a un peu fait frémir quand j'ai découvert Balzac. Ah oui, ouais. Parce qu'au lycée, on vous fait lire les pires de Balzac. Moi, on vous c'était dégoûte Le de Lys dans la la littérature. vallée, moi. Ah ouais, moi je sais plus, c'était le Père Goriot, je crois, je sais plus. En tout cas, c'est trop tôt ou c'est mal amené, je sais pas. Mais moi, Balzac, vraiment, je faisais un refus d'obstacle. Et puis j'ai par moi-même découvert Les Illusions perdues après et j'ai adoré ça. C'est joli, ça, l'expression refus d'obstacle, parce que c'est vrai qu'il faut parfois s'accrocher aussi sur certains textes ou revenir vers des auteurs qui n'ont pas été évidents tout de suite. Ouais, la lecture, c'est ça aussi. Ouais. Il y en a qui sont plus adaptés à certains âges, à certains moments de la vie. Donc, il y en a qu'on a parfois du mal à aborder et puis auquel on y revient plus tard, quoi. Alors, ton titre de livre préféré? Pousse ton pied que je vois la mer. C'est un Frédéric Dard, vous l'aurez deviné. C'est mon titre préféré. J'ai même pensé à me le faire tatouer. Ah, c'est un peu long. Sur le pied. Oui, voilà. Ton endroit préféré pour lire? Idéalement, quand même, au pied d'un arbre, on est bien, à l'ombre. À la campagne? À la campagne ou dans un parc, un peu isolé du monde, et puis dans la nature, je trouve qu'on est bien pour lire. Plus dans la nature que dans ton lit, par exemple? Ouais. Je cherche. Oui, non, si. Non, mais parce que c'est pas n'importe quel arbre. J'en ai un en tête précisément qui se trouve dans mon jardin à Trouville, qui est un chêne rouge d'Amérique. Et je sais pas pourquoi j'aime lire sous cet arbre-là. Oui, c'est des beaux moments, c'est des belles évocations. La lecture, c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Comment classes-tu ta bibliothèque? Alors, je ne la classe pas. Pourquoi ça ne me surprend pas? Je ne sais pas. Peut-être parce que je t'ai dit que j'étais dissipée. Donc. Non, je classe juste les livres qui concernent le cinéma et la musique, parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de biographies de musiciens, parce que ça me passionne, et de bouquins sur le cinéma, qui sont un peu rangés à part, mais sinon, c'est le dawa total. Il y a de tout. C'est pas du tout rangé. D'ailleurs, je me suis fait cette réflexion après avoir répondu à questionnaire. Il serait temps quand même que je range ma bibliothèque. Avec quel auteur aimerais-tu ou aurais-tu aimé entretenir une longue correspondance? Alors,
j'ai lu il n'y a pas si longtemps la correspondance d'Albert Camus avec René Char. Ouais. Moi, je veux bien correspondre avec Avec- l'un des deux. Enfin, je suis open. Moi aussi. Ouais, mais elle est magnifique. Ouais, elle est magnifique. Ouais, c'est vraiment, vraiment. Le souvenir d'une situation de lecture heureuse, peut-être, on l'a un peu évoqué avec Le Chêne. Bah mais donc tu en as peut-être oui, d'autres. oui, non. Bah alors il y en a plusieurs, mais c'est vrai que, alors comme je vous disais, j'ai du mal avec les fins. Martin Eden, la fin de Martin Eden est absolument fantastique. Et vraiment, limite, j'économisais les pages. Je me disais non, allez, t'as le droit qu'à une page. Je voulais vraiment pas le terminer. En plus, vraiment, cette fin est incroyable. Et donc, il y a un moment, j'ai dit à tout le monde, foutez-moi la paix, laissez-moi, je vais aller finir mon livre, je veux être seule, je vais être sous ce fameux chêne rouge. Et c'était une très sage décision parce que ça s'engueulait en cuisine. J'ai très bien fait de partir. Et du coup, j'ai vraiment savouré cette magnifique fin sous mon arbre. C'était un petit moment de félicité. Ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure, le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Ah, attends, je vais sécher. Ah, bah, c'est ça. C'était Brotigan. Bah oui, c'est Brotigan. Bah, parce qu'il y a des poèmes. Tout ce que j'ai à Ouais, déclarer. hein. Alors oui, je trouve que le titre français est pas terrible. C'est pas toi qui l'as traduit, rassure-moi. Non, mais on est d'accord, non? En tout cas, En anglais, c'est quoi le titre? c'est When de je sais pas quoi. Je sais plus, mais je sais que je me suis dit, c'est bizarre Trouve comme pas. traduction. C'est une phrase un peu plus longue, je crois. Alors, pendant que Mathias mène la tu vas nous recherche, trouver la version originale. je peux te poser une autre question. C'est le livre antidépresseur. Comme ça, Mathias nous le dit dès qu'il l'a trouvé. Le livre antidépresseur. Attends, j'ai le droit de regarder Bien sûr. mes antisèches parce que j'en ai. Tu avais des antisèches dans ton Bah, livre. ouais. C'était ça. Mais- Non, mais parce que je voudrais pas me répéter, dire toujours la même chose, parce qu'il y a tellement d'auteurs. Enfin, en fait, c'est ça le problème de ce questionnaire, c'est il y en a plein qu'on peut On en oublier. ouais. Alors, j'avais mis pour que la beauté nous gagne de Charles Pépin, Ouais. pareil que j'ai lu il y a pas très longtemps, qui est donc un auteur, qui est un philosophe qui rend la philosophie assez accessible. J'en parlais avec Clotilde Courreau en coulisses. Je lui conseillais de le lire parce que Ouais. celui-ci, vraiment, il m'a beaucoup touchée. Parce qu'il dissèque vraiment l'état d'extase dans lequel peut nous procurer une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, que ce soit une musique, un film, un tableau. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est un petit côté antidépresseur parce que finalement, ça nous permet aussi d'ouvrir les yeux et de regarder la beauté autour de nous un peu mieux. Voilà. Pour que la beauté nous gagne, Charles Pépin. Ouais. Le livre Réparateur. Attends, réparateur. Ah, L'île au trésor. De Stevenson. Ouais. L'île au Pourquoi Réparateur? Bah alors c'est lié encore à un truc d'enfance parce que j'aimais bien les romans d'aventure et L'île au trésor, en fait, je continue de croire que le trésor existe quelque part. Et j'avais une fascination pour Long John Silver, le Ouais. personnage à la jambe de bois. Et je sais pas, il y a quelque chose aussi d'un peu initiatique en fait dans ce roman d'aventure. Et ben moi, il me répare moi. Après, il répare peut-être pas les gens, mais moi, il me répare parce qu'il me réconcilie avec un truc de mon enfance que j'ai pas du tout envie de laisser tomber. Le livre qui régénère. Ah oui, Ottolenghi, c'est un livre de cuisine. Hein? Bah, ça régénère. Hein. Ouais. C'est un livre de recettes que j'adore, parce que j'aime beaucoup faire la cuisine. Et Ottolenghi, il y a un livre qui s'appelle Simple. Bon, il n'est pas si simple, hein, c'est un peu... Mais c'est un livre, oui, c'est un super livre de recettes. On a le droit de Bien sûr. de parler de cuisine. Ouais. Absolument. D'accord. Marguerite Duras avait fait un livre de cuisine, de recettes. Ah bon? Ouais. Je savais pas. Je te l'offrirai. Le livre qui bouleverse. Ah, alors ça, c'est un livre pareil, que j'ai relu. C'est Ma part d'ombre de James Ellroy. Et, bon. Mais pourquoi ça te bouleverse? Alors, non, mais parce que dans ma petite phase polar, bon, j'ai eu Frédéric Dard, mais après, j'ai quand même lu des vrais polars. Et donc, Ellroy, et le Dahlia Noir et tout ça. Et ce type me fascinait. Puis en plus, à chaque fois qu'il passait à la télé, je trouvais ses interviews dingues. Il était une fois invité à Nulle part ailleurs, que mon père, enfin voilà, et je l'avais vu de près. Il m'avait vachement impressionné parce que c'est un grand bonhomme, assez grincheux, tout ça. Et donc, quand Ma part d'ombre est sortie, je l'ai entendu en parler à la télévision, tout ça, et je me suis dit, mais
je trouvais ça fou le travail qu'il faisait, en fait, lui comme écrivain, mais comme homme, par rapport à son histoire, par rapport à sa mère, l'enquête qu'il a fait lui-même, et surtout comment il a déconstruit tout son parcours d'écrivain pour essayer de comprendre, en fait, finalement, comment il en était arrivé là. Et c'est comme une espèce de mise au monde, comme ça, du vrai écrivain qu'il est devenu après, d'un style qui est quand même incroyable. Et puis, c'est une enquête, c'est un mélange de plein de trucs, ce bouquin. Et puis, surtout, ça m'a bouleversée, genre vraiment, genre, j'en ai pleuré, quoi. Parce que cette histoire est quand même insensée. Sa mère qui a été assassinée, retrouvée sur le bord de la route. Enfin, et le fait qu'il ait fait cette enquête, qu'il soit retourné voir les policiers, qu'il ait trouvé qu'il ait récupéré des indices, des machins, qu'il ait fait son enquête à lui, et puis que finalement cette mère qu'il avait détestée. Enfin bon, j'imagine, peut-être vous l'avez lu, mais oui, c'est un livre qui m'a bouleversée. Le livre pour comprendre le monde. Alors ça, c'est un livre de Nicolas Bouvier que j'ai adoré, qui s'appelle L'usage du monde. Parce que j'aime bien voyager, j'aime bien marcher dans la nature, et Nicolas Bouvier, c'est le meilleur copain quand on fait ça. Le livre qui amuse la libido. Ah, alors ça, j'ai pensé à un livre de Bethany Vernon qui s'appelle La Bible du boudoir. C'est un livre assez amusant. Parce que c'est cette femme qui est un peu folle que j'ai rencontrée, qui est une américaine qui vit à Paris d'ailleurs, qui fait aussi des bijoux un peu sextoy, enfin, elle est marrante comme tout, et elle a écrit ce livre où elle parle assez clairement de plein de choses, de la sexualité. T'as pas ramené un petit extrait? Non, pardon, j'ai pas pensé. Le classique indispensable. Le classique, attends, parce que je vais pas redire Martin Eden. Attends. Ça, c'est des Beautiful Losers, je crois. Ah. Dans l'esprit. Ah bon? Oh, un peu quand même. Ah oui. O'Toole. Ah bah oui, la conjuration des imbéciles. Bah, c'est pareil, ça c'est. Bon, alors, le livre est fabuleux, mais c'est aussi l'histoire de ce livre qui me fascine. Un peu dans le même esprit qu'un livre qui s'appelait Carouche de Steve Keshish. Steve Keshish, c'est un peu enfin, c'est pas exactement la même histoire parce que il a quand même eu un prix Nobel de la conjuration des imbéciles. Mais après ça, c'est-à-dire genre quoi, 20 ans après qu'il se soit suicidé. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, La conjuration des imbéciles. Mais je crois que j'aime bien en fait la littérature américaine pré-post-beatnik. Voilà, j'ai un petit truc j'aime bien ces auteurs-là. C'est Kerouac aussi, c'est Brotigan, Carver. Voilà, j'aime bien cette littérature-là. Le bijou méconnu. Alors, c'est un auteur qui s'appelle Jim Dodge, qui a écrit Not Fade Away. En fait, il est encore vivant, cet auteur. Il n'a pas publié beaucoup. Je crois qu'il a 2-3 romans à son actif. Et celui-ci, c'est une espèce de road trip, pareil, en Californie, avec une histoire de voiture volée, enfin, voiture qui devait aller à Buddy Holly avant sa mort. Et puis finalement, il est mort. Donc le mec décide de ramener la voiture là où elle est partie. Et c'est une épopée un peu loufoque, encore un peu. Je pense que ça te plairait, tiens. Je te l'offrirai. Tu l'as lu, Mathias? Non. C'est vraiment chouette. Voilà, ça s'appelle Not Fade Away, qui est le titre d'une chanson de Buddy Holly, d'ailleurs. Voilà. Et ton coup de cœur du moment? Le livre qui m'a vachement plu récemment, pardon, je parle mal, je dis vachement, c'est le livre de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, que j'ai à peu près offert à tout mon entourage après l'avoir fini. J'ai été très... alors là, pour le coup, je ne l'ai pas lâché, celui-là, même à la fin. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Peut-être parce qu'il parle de ma génération aussi. Alors, je ne viens pas de ce milieu social-là, ni de cette province, mais justement, j'ai trouvé qu'il y avait un travail remarquable dans le détail. On voit que c'est un journaliste aussi. Enfin, on sent qu'il y a une investigation assez pointue, et les personnages sont déments. Enfin, j'ai adoré le style. Je l'ai pas lâché, celui-là. C'était mon coup de cœur. Et on ne voulait pas se quitter sans parler de Diastème. Oui, tout à fait. Alors, Diastème, qui est d'ailleurs exposé indirectement avec Cali, qui a choisi le livre 107 ans. Ah oui, sur nos photos. Ouais, absolument. Ah bah alors comme un de ses livres préférés. Alors Diastème, en fait, on s'est rencontrés il y a 25 ans.
Il avait écrit une pièce qui s'appelait La nuit du thermomètre, qu'il a mis en scène et dans laquelle j'ai joué, qui parlait de Simon et Lucie, deux jeunes amoureux de 15 ans. Ensuite, il a écrit un texte qui s'appelle 107 ans, qui est aussi publié à l'Olivier, et qui est donc l'histoire de Simon tout seul, qui en gros, c'était un amour fou qui le liait à Lucie, fou au point qu'il termine dans un asile psychiatrique parce qu'il est allé trop loin, parce qu'il était trop jaloux et qu'il a mis le feu à la tête d'un garçon qui parlait de trop près à Lucie. Donc il est interné et c'est l'histoire de Simon qui est donc loin de Lucie pendant 107 ans. Et le troisième volet s'appelle La paix dans le monde, qui va être joué au théâtre à la Manufacture des Abbesses à partir du 27 janvier, pendant un mois. Et c'est Frédéric Andro qui joue donc Simon, vous me suivez, qui est seul en scène et qui c'est le troisième volet de cette trilogie de Diastème. Et moi, j'apparais sur scène en photo et en vidéo. Et c'est une très jolie pièce que je vous conseille d'aller voir. Voilà. On ira voir, mais je crois que tu voulais nous lire un petit extrait en attendant d'aller voir la suite de 107 ans, justement. Il est là, l'extrait. Attends, parce que je ne suis pas très organisée. Comme tu vois. Si, au contraire. Donc, il y a des personnages qui vont... un peu du mal avec ce tabouret, excusez-moi. Donc, on est dans la maison de la mère de Simon, en Suisse. Il y a un poème de Ted Hughes que j'adore. Il commence par ce vers. « Qui se souviendra de tes doigts ?» Même Walter a trouvé ça magnifique. Et pourtant, Walter, la poésie... Je lui ai envoyé le livre le mois dernier. Il m'a appelé pour me remercier et pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai dit que ça allait bien. Je lui ai demandé d'embrasser Bartholomé pour moi. « Qui se souviendra de tes doigts ?» J'ai lu le poème à ma mère. Elle a écouté, puis elle a dit « C'est très très beau, mon chéri, bravo. » Elle est parfaite, ma mère. Je l'adore. Tu les verrais avec John, ils sont vraiment jolis. Et quand mon père vient me voir, alors là, ça prend une de ses dimensions. C'est le festival de l'amabilité. C'est à celui des trois qui sera le plus gentil, le plus prévenant, le plus flatteur, celui qui me parlera le plus doucement, qui me fera le plus grand nombre de sourires. J'ai de la chance, tu sais. J'ai beaucoup de chance. Il ne s'est pas passé grand-chose ici ces derniers temps. Ah si, je suis allée me faire tatouer. Et autant dire que c'est assez compliqué dans le coin. On ne peut pas dire que la Suisse soit le pays du tatouage. Mais j'ai fini par trouver. Le type était très sympa, mais il a refusé de me tatouer sur le front. Non, ça, je peux pas, vraiment, il a dit. C'est pas déontologique. Il faut savoir qu'en Suisse, ils sont très à cheval sur la déontologie, les tatoueurs. J'allais repartir quand il m'a rattrapé. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est vous tatouer sur la joue, là où la barbe pousse. Comme ça, si vous en avez assez de ce tatouage, vous n'aurez qu'à vous laisser pousser la barbe. Déontologiquement, ça, je peux assumer. Alors j'ai dit d'accord, parce que ce qui m'importait, c'était que ce soit sur le visage, puisque c'est son visage que l'on croise le matin, chaque matin, en se levant, en venant se brosser les dents. Vous voulez un temporaire ou un définitif ? Définitif, je m'en doutais. Il m'a fait ça très joliment, pas très gros et bien dessiné comme le tien, mais plus petit. Un petit serpent chinois qui me remonte sur la joue. Quand je l'ai montré à ma mère, en rentrant, elle a toussé un peu, et John lui a mis un coup de coude. Non, c'est... enfin, comment dire, c'est très joli, mon chéri, bravo. Ce qu'il ne sait pas, mon tatoueur, c'est qu'avec les 3 poils de barbe que j'ai, il n'est pas prêt d'être couvert, mon serpent. Mon corps n'a pas tellement changé, tu sais. J'ai eu 18 ans, puis 19, puis 20. Mon corps ne changeait pas. Je ne prenais pas de poils, pas de muscles, pas de hauteur. Et depuis, il n'a plus bougé. Je reste le même que celui que tu as connu. Pas très grand, pas très gros. J'ai juste ces cicatrices. Ça fait comme des dessins sur ma peau. Des lézardes, c'est assez beau. Et toi, est-ce que ton corps a changé ? C'est ce que je me demande à chaque fois que je regarde ta photo. Est-ce que tu as pris de la poitrine ? Est-ce que tu as grossi ? Est-ce que tu as maigri ? Est-ce que tes joues se sont creusées avec l'âge ? Est-ce que ton odeur a changé, le grain de ta peau, la douceur de ta peau ? Est-ce que tes doigts sont toujours les mêmes ? Et ta tête et tes cheveux ? Est-ce que tu les as laissés pousser ? Est-ce que tu te maquilles maintenant ? Est-ce que tu t'habilles en dame ? Est-ce que tu mets des talons hauts pour impressionner les hommes, les exciter ? Est-ce que tu vis avec quelqu'un ou est-ce que tu vis seule ? Est-ce que tu as un enfant ? Est-ce que tu es une bonne mère ? Est-ce que tu vois toujours Stephen ? Est-ce que ses cheveux ont repoussé à lui aussi ? Est-ce que là où tu habites maintenant, tu penses à moi tous les jours comme je pense à toi tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, à chaque seconde, chaque instant ? Est-ce que l'oubli est nécessaire à la survie ? Est-ce qu'on peut faire son travail de deuil lorsque la personne n'est pas morte ? Walter n'a pas de réponse à ça. Il dit qu'il faut accepter, c'est tout. J'ai accepté, j'accepte. Je sais que tu n'y es pour rien, je sais qu'on t'a envoyé là-bas de force, je sais qu'on t'a fait comprendre que c'était mieux pour moi que tu ne me vois plus et que c'était mieux pour toi que cette histoire t'avait détruite, qu'elle allait laisser des séquelles et qu'il fallait que tu te soignes. Est-ce que tu y as cru ? Est-ce que tu t'es soigné ? Est-ce que tu vas bien ? Je ne sais plus rien.
Rien, sinon que tu es parti faire des études à New York, mais c'était il y a tellement longtemps maintenant. J'ai eu 21 ans, puis 22, puis 23. Tu les as eus aussi, mon canard, mais je n'ai jamais pu te les souhaiter, comme tu n'as jamais pu me souhaiter les miens. J'ai vécu à New York, moi aussi, j'avais terminé notre histoire, alors j'en ai commencé une autre où nous vivions tous les deux à New York. Ici, quand il fait beau, je me mets dehors. Tu verras, quand tu viendras, la maison est petite, mais elle est jolie. Je viendrai te chercher en mob, parce que je n'ai toujours pas passé mon permis, mon petit chat. Et toi, est-ce que tu conduis des voitures maintenant ? Est-ce que Bartholomé pense à sa femme et à ses enfants quand il regarde un radiateur ? Est-ce que je pense à toi quand je me regarde dans la glace ? Est-ce que je pense à la gosse quand j'écoute une chanson ? La réponse est oui. À la plupart de ces questions, je crois que la réponse est oui. J'avais 24 ans quand je suis sortie du centre, quand Walter m'a jugée apte, quand les rechutes ont cessé. Je lui ai demandé d'emmener les CD et le lecteur de la gosse. Il a dit d'accord, il a dit que c'était à moi maintenant. Ça m'a fait plaisir. C'est idiot, mais ça m'a fait plaisir. Ça faisait 2 ans qu'elle était morte doucement un matin. Elle a fait une crise dans la nuit et son cœur s'est arrêté de battre, voilà. Tout le monde savait que ça allait se finir comme ça se finit toujours comme ça n'a surpris personne. Walter m'avait dit que sa famille ne souhaitait pas récupérer ses affaires et que je pouvais prendre la musique si je voulais. J'ai voulu. J'ai pris sa musique, je l'ai mise dans ma chambre. Le soir, de temps en temps, Bartholomé amenait une bouteille de coca et on écoutait un de ses disques, mais on ne faisait pas ça trop souvent parce que c'était assez pénible. Le soir, quand il fait bon, je me mets sur la terrasse et je passe quelques chansons. Pas beaucoup parce que c'est toujours aussi difficile. 1 ou 2, par exemple, celles qu'elle préférait, celles qu'elle mettait en ton honneur, celles qu'elle t'avait dédiées, vu que je lui parlais de toi tout le temps. Je ne suis pas très fort en traduction, mais la chanson dit à peu près ça. Elle te demande si tu vas mieux, si la vie est plus douce pour toi, si c'est plus facile maintenant qu'on a désigné un coupable. Elle dit que nous ne formons qu'un, toi et moi, mais que nous sommes différents et que nous devons prendre soin l'un de l'autre. Elle dit qu'il y a un temps pour pardonner et qu'il y a un temps pour réveiller les morts. Elle dit que l'amour fait souffrir, mais qu'on n'a qu'une seule vie et un seul cœur, un seul sang. Elle dit que l'amour est un temple, que l'amour est la seule loi. Elle dit qu'il faut continuer à aimer jusqu'à ne plus sentir la douleur. Elle me tue, cette chanson. Elle me tue. Je la prends comme un coup de cutter, elle me lamine et elle me fait du bien. Elle me donne de la force, du courage. Je ne me plains pas, tu sais. Je n'ai pas à me plaindre, mais je suis passée tellement près du bonheur. Ce n'est pas comme quand on ne l'a pas connu. Ça n'a rien à voir avec ça. Si tu ne sais rien, c'est supportable. Tu ne peux pas regretter quelque chose que tu n'as pas vécu. La gosse n'a rien connu, elle ne regrettait pas. Elle était folle, oui, mais elle ne regrettait pas. Moi, le bonheur, je me suis roulée dedans. Oh, peut-être pas le bonheur de tout le monde, non. Mon bonheur. La gosse, elle ne savait pas pourquoi elle se tuait. Elle imaginait, elle ressentait, mais elle ne savait pas. Et c'est horriblement triste. Moi, je sais maintenant. Je sais tout, j'en sais trop. J'aimerais tellement ne plus rien savoir. Alors j'écoute la chanson. Je pense à Bartholomé. Je rentrais à la maison le soir, il disait, c'était ma maison, c'était ma femme, mes enfants, c'était normal. Il n'y avait rien de plus normal. Je disais bonsoir, on me répondait, on me disait bonsoir, les enfants venaient m'embrasser, j'allais embrasser ma femme. Je ne faisais pas attention, c'était comme ça, tout le monde faisait comme ça. Je ne pensais pas à la chance que j'avais, à la chance que tu as, que les gens que tu aimes soient en vie. Je ne pensais pas qu'une bombe exploserait dans ma maison. Je ne pensais pas que tout le monde allait mourir. Je retirais mes chaussures, je demandais ce qu'on allait manger, je disais ça sent bon. Puis je prenais le courrier sur la table, j'allais poser mon cartable dans le bureau, je retirais les livres, je sortais les copies, j'ouvrais le courrier. Enfin, pas tout le courrier, celui que ma femme m'avait laissé. Ensuite, on passait à table et c'était bon. Et je ne me rendais même plus compte à quel point c'était bon parce que ma femme cuisinait bien et que tous les soirs, c'était bon. J'ai beaucoup de chance, oui, et mon cœur est plein d'amour. J'ai mis longtemps à l'accepter. Il n'y a plus de haine en moi, il n'y a plus de rage, il n'y a plus que de l'amour. Je ne te laisserai jamais tomber, mon petit chat, je t'aimerai toujours. Je serai toujours là. Personne ne pourra t'aimer plus que moi, personne. Tu n'es pas morte, non. Bartholomé a raison, j'ai beaucoup de chance, vraiment, j'ai beaucoup de chance. La vie est plus forte que la mort. La mort n'a aucun intérêt. Mon ventre ne me fait plus mal, ma tête ne me fait plus mal, mon corps ne me fait plus mal. Je viens d'avoir 25 ans, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à t'aimer, et ma vie ne fait que commencer. C'est ce qui rend la vie supportable, savoir que tu es là, quelque part, pas si loin, savoir qu'à un moment ou un autre, il me suffira de courir vers toi, de monter sur ma mobilette, de prendre des billets d'avion, de courir et de hurler pour que tu viennes vers moi, que tu m'ouvres les bras pour que tout recommence. Souviens-toi comme nous courions, mon amour, comme nous hurlions. Il faut courir, il faut hurler, il ne faut pas se laisser faire. Non, très beau. Merci beaucoup, Emma Decaune. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette magnifique lecture. Et on se retrouve bientôt. J'espère. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Bonsoir. beaucoup. Merci.
chercher le micro. Alors Mathias, tu nous as écoutés religieusement. Ah oui. Pareil, je suis parti là. Je suis parti dans la lecture. C'était beau ce moment-là. Ouais, J'étais suspendu. très très beau. Ça vous a plu? Alors j'allais parler avec toi de... J'avais envie de parler d'un de tes coups de cœur. Ah. Tout à l'heure, avec Laura Adler, on a parlé d'un de ses coups de cœur qui était Manuel Villas. Et j'avais envie ce soir, voilà, avec mes invités fil rouge, d'avoir ce moment sur un de leurs grands coups de cœur. Et toi, je crois que côté poésie, il y a une jeune femme que tu aimes beaucoup. Oui, c'est Cécile Coulon, peut-être que vous la connaissez. Elle est connue aussi pour ses romans qui sont superbes. Et elle a un peu démocratisé quelque chose en gagnant par exemple le prix Apollinaire qui normalement est remis à des gens de sexe masculin de plus de 70 ans. Et elle l'a gagné et elle l'a pas gagné juste... elle arrivait à passer au-delà des castes et des choses. Et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. En plus, elle écrit tous les jours. Elle poste des choses sur Facebook. Alors, moi, je suis un amoureux des livres, mais c'est génial d'avoir comme ça une petite clochette du matin, comme ça, avec un poème de Cécile Coulon qui arrive. Vous la suivez sur Facebook? Vous la connaissez? Et je trouve ça vraiment que c'est une belle façon. L'intérêt des réseaux sociaux, là, reprend tout son sens quand il y a du créatif. Et elle en est vraiment une des chantres, quoi. Vraiment, elle est impressionnante là-dessus. Tu as découvert comment sur... J'ai découvert sur Facebook, Ouais. par un lien, je sais plus comment, et j'ai lu un de ses poèmes et j'ai fait waouh, mais c'est génial. Et j'ai acheté ce livre-là qui s'appelle Les Ronces. Et puis c'est génial parce que surtout sur la poésie, il y a un côté comme sur une œuvre d'art, on a l'impression que c'est vraiment fabuleux si le temps a pris son temps, c'est-à-dire que on va aimer un poète du 19e ou des choses comme ça, et on a raison en plus. Mais moi, je trouve ça assez formidable de pouvoir reconnaître une œuvre contemporaine, et par exemple d'une jeune fille qui, pour moi, doit avoir une quinzaine d'années de moins que moi, je pense, ou plus même, je ne sais pas exactement. Bah, elle n'a pas 30 ans en tout cas. Elle n'a pas 30 ans, voilà, elle n'a pas 30 ans. Et c'est beau d'être ému par un poème sur Facebook. De se dire, alors que... C'était son idée un peu, je crois. Ouais, elle a commencé par vraiment ça. Challenger un peu l'idée que sur les réseaux sociaux, il ne se passait pas des choses forcément très intéressantes. Et elle voulait voir ce que ça donnait en lançant des poèmes comme ça. Et il y a eu un monde incroyable qui l'a suivi. Ça a eu une résonance extraordinaire. Ouais, c'est courageux. Puis elle a une façon encore une fois, de désacraliser. Et en même temps, c'est sacré quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, elle met des poèmes sur Facebook. En même temps, son credo, c'est une poésie qui n'est pas versifiée du tout, qui est une poésie en prose. Donc, mais en fait, il y a une intensité, une authenticité. Il n'y a pas de filtre. Il y a encore une fois, quoi. Il n'y a pas de posture, donc il n'y a pas d'imposture. C'est brut tout le temps. Bien sûr qu'ensuite, elle fait le tri quand elle fait ses livres. Comme nous tous, on travaille pour essayer de vous livrer la version la plus aboutie possible. Mais là, on est comme dans les coulisses et c'est intéressant. Et du coup, j'avais envie de vous en lire un petit. Absolument. Qui s'appelle Les Frites. C'est la soirée de la pomme de terre. Et voilà, on fait toujours des liens, des choses. Si, on t'écoute. Donc, Les Ronces de Cécile Coulon. Et Les Frites, c'est un de mes préférés aussi. Ouais, moi je trouve ça... voilà. Je vous le lis, c'est mieux qu'en parler, comme ça c'est elle qui parle à ma place. J'aimerais vous offrir des frites. Ça a commencé à cette heure si particulière du soir où la fin d'un jour bouscule le début d'un autre. Je suis sorti sous la pluie, j'avais faim. L'orage déversait sa grêle chaude sur les volets battants. Personne ne marchait dans les rues qui suintaient jusque sur la place en contrebas où la fontaine débordait. D'habitude, des chiens osseux se baignent dedans. Mais là, pas d'aboiement, pas de sifflet. La nuit, la pluie, la chaleur. J'ai traversé, un type m'a fait signe de l'autre côté.
les 2 doigts sur la bouche, entr'ouverte, pour me demander si j'avais quelque chose à fumer. J'ai lancé une main ouverte battante comme les volets pour lui signifier que non. Et j'ai continué, le visage enfoncé dans un pull trop long, les cheveux pleins de cette odeur d'une journée qui n'en finit pas. Devant l'enseigne, une jeune fille en jupe rose et un type, avec une coupe de cheveux qui rappelait les meilleurs moments d'Agnès Varda, attendaient leur tour pour commander un kebab avec supplément de fromage. Et là, si j'arrête le poème là, vous vous dites, pourquoi vraiment il a eu un coup de cœur ? Mais en fait, écoutez la suite. La fille regardait l'écran plat fixé au mur qui diffuse des clips de pop américaine. Le gars a attrapé une bouteille de soda derrière lui en se retournant avec souplesse. Quand ils ont payé, le patron m'a lancé « Pardon pour l'attente ». Alors que je venais d'arriver, et ça m'a fait sourire, une barquette de frites avec du ketchup, ça marche. Vous pouvez attendre à l'intérieur. Alors j'ai attendu, debout contre le réfrigérateur, avec des bacs de salade vides. C'est là qu'un homme, trempé jusqu'aux os, est arrivé. Je me suis poussé pour le laisser passer. Ses vêtements dégageaient un parfum de ciment et d'alcool bon marché. Ses cheveux ras, gris, retenaient l'eau, comme la surface des champs à 4 heures du matin. Il a commandé. Au moment où j'allais payer mes frites, il m'a fixé avec des yeux plus ronds que des becs de flamants roses. La bouche molle des hommes fatigués qui boivent un peu trop et qui assument. Il m'a regardé et bégayé. Je ne sais pas quoi vous dire. Au début, j'ai cru qu'il se fichait de moi, mais quand même, ses yeux. Comment ça ? Il a inspiré un grand coup, comme si chaque mot lui arrachait la moitié d'un poumon. Je ne sais pas quoi vous dire, mademoiselle. Le type derrière le comptoir écoutait d'une oreille en remplissant les bacs de frites industrielles. Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit, j'ai répondu en secouant mon pull. Je ne sais pas quoi vous dire parce que je sais qui vous êtes. La pluie faisait des sillons légèrement irisés en tombant sur son crâne, sur l'arête du nez. Je ne savais pas quoi dire non plus. Minuit n'était pas loin, je venais chercher de quoi tenir jusqu'au matin et ce type, parfaitement ivre et sain d'esprit, semblait sur le point de s'effondrer. Je sais qui vous êtes, vous écrivez des livres. Comment vous faites ? Comme je peux. Il s'est donné une tape sur les genoux et puis, d'un seul coup, des larmes, de la sueur, de la pluie qui vient de l'intérieur. Quelque chose d'humide et de sincère a voilé son regard, déjà noyé de solitude et de nuit bizarre. Il s'est tourné vers le type qui dépliait des barquettes oranges avec une précision de chirurgien dentiste. Je peux vous dire que je ne me suis pas mouillé pour rien ce soir. Ah ça non. Dans mon dos, le réfrigérateur ronronnait. Un léger sourire s'est installé naturellement entre mes fossettes. Sur le comptoir, mes frites étaient prêtes, bien empaquetées. J'ai sorti une pièce de 2 € et l'homme tout mouillé m'a dit « J'aimerais vous offrir des frites, si ça ne vous dérange pas. » J'ai soupiré et laissé ma pièce entre lui et moi, puis j'ai tendu la main, il l'a serrée. « Merci, monsieur. » Et je suis sorti, mon baluchon de frites au poignet. Sur le chemin du retour, l'odeur caractéristique d'huile de friture a envahi mes narines, mes cheveux et mes vêtements. Je ne reverrai probablement jamais cet homme, en tout cas, pas comme cela. Depuis hier, je veux écrire sur lui parce que je me demande qui de nous deux, dans quelques mois, dans quelques années, sera trahi par l'image qu'il s'est construite de ce monde extérieur. Sera-t-on encore quelques-uns à se serrer la main à cette heure-ci du soir pour une barquette de frites tièdes et un coca sans glace ? Je voudrais que la poésie soit aussi naturelle à ceux qui m'entourent que l'émotion qui jaillisse cette nuit-là devant cette place, avec cette facilité improbable, des moments qui n'auraient pas dû être, qui furent tout de même mal fichus, débordant de grâce et de paroles impossibles. Merci pour elle. En fait, ce qui me plaît avec ce genre de poésie-là,
c'est qu'en fait, elle convoque la poésie invisible. Elle convoque, comme tout à l'heure, on a eu droit à un poème de Bukowski, c'est la poésie de l'invisible. C'est pas forcément l'extraordinaire, tout en fait l'armada de choses a priori poétiques. Elle déloge le poétique derrière une barriette. Moi, j'adore le moment où elle reparle des frites tièdes et du coca sans glace. Et en fait, la situation fait que quand elle remet de l'ordinaire et du quotidien, toute la poésie s'échappe et a une meilleure odeur que les frites en question. Et elle est très forte pour ça. Et c'est ce genre de poésie. J'aime la poésie compulsive à vocabulaire et l'ensauvagement romantique. C'est un truc qui me plaît aussi parce qu'il y a du souffle et il y a de l'épique. Mais la poésie des petites choses comme ça, du petit détail bien vu, c'est magique aussi. Et je trouve qu'elle fait ça très très bien. Elle fait ça très très bien. Il y a un deuxième opus qui arrive là pour le mois de mars. Noir Volcan. Absolument. Et on va faire Trois Baudets ensemble. Ouais, on va faire une belle soirée ensemble, Rockin' Prose, pour fêter ça. Alors, je voulais pas qu'on se quitte sans te présenter quelqu'un. Alors, je sais que ça prend un peu de temps de descendre l'écran pour les photos, donc je donne le signal. On peut commencer à descendre l'écran. On a une spectatrice ici et une invitée qui vient de loin pour être avec nous pour cette nuit de la lecture à Paris. Elle s'appelle Delphine Minoui. Elle arrive d'Istanbul. Elle est venue pour être avec nous. Elle est courageuse parce qu'il est tard. J'espère que tu as pris un bon café. Je te fais un bisou parce que Mathias, on ne s'est pas vu encore. Tu es depuis tout à l'heure avec nous. Bonne année. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue Delphine Minoui, donc grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, grande journaliste, et qui arrive tout juste comme ça pour partager ce moment sur le pouvoir des mots. Tu en parlais tout à l'heure, Mathias, parce que Delphine a raconté une magnifique histoire dans un livre que vous avez peut-être lu, Les passeurs de livres de Daraya, qui, moi, m'a complètement touchée, fascinée. Je l'ai offert plein de fois aussi, moi, depuis. Et je voulais que tu nous parles un petit peu de cette histoire magnifique, au-delà de nos frontières, voilà, pour aussi comprendre ce que peut représenter la lecture et le pouvoir des mots ailleurs. En fait, quand on est journaliste travaillant au Moyen-Orient, c'est comme être le passager d'un TGV. C'est une vie à toute vitesse, en permanence. Et sur notre route, on en croise beaucoup des histoires. Et puis, il y en a certaines qui nous marquent plus que d'autres. Et il y a des moments où il faut savoir se poser, s'arrêter sur le quai et prendre une loupe et essayer de les décortiquer. Et c'est ce qui m'est arrivé avec cette histoire des passeurs de livres de Daraya. Et c'était une configuration assez atypique, puisque en général, je suis sur le terrain, je suis avec les gens, je mets les pieds dans la boue. Et à un moment donné, je n'ai pas pu continuer à me rendre en Syrie. Il y a eu la révolution, le printemps arabe en 2011, cet élan d'espoir, ces cris d'appel à la justice, à la démocratie dans les rues de Damas, qui avaient suivi les premiers appels à Tunis, en Égypte, en Libye. Et puis très rapidement, la révolution a basculé dans la guerre à cause de la répression du régime. Donc à ce moment-là, nous étions à l'été 2015. Et je ne pouvais plus me rendre à Damas, puisque le régime ne m'accordait plus de visa. Je ne pouvais plus non plus me rendre en zone rebelle, tenue par l'opposition, parce qu'il y avait aussi la montée des extrémismes de Daesh, que certains de mes confrères avaient été kidnappés. Certains ont été tués également, malheureusement. Et donc, j'ai fait face à un dilemme, c'est comment continuer à raconter une histoire à laquelle on n'a plus accès. Comment tenter de rendre visible l'invisible, ce qu'on nous interdit de voir. Et donc, vous parliez des réseaux sociaux et de la force aussi des réseaux sociaux. Eh bien, j'ai commencé à slalomer dans ce grand labyrinthe qu'est l'Internet, entre les vidéos qui me venaient de Syrie sur YouTube, filmées par des citoyens journalistes, tout ce qui se passait sur la scène de Twitter aussi, et puis Facebook. Et un jour, par le plus grand des hasards, j'étais à ma table de travail à Istanbul, où j'habite maintenant. Il faut rappeler que la Turquie partage 900 km de frontières avec la Syrie. Et je tombe sur une photo qui m'a littéralement happée. C'était
des jeunes, casquette vissée sur la tête, blue jeans, entourés de murs de livres, dans une pièce qui ressemblait à une bibliothèque, mais une pièce très étrange, très obscure, pas de fenêtre, pas de porte. Et ces jeunes donc étaient penchés sur des livres, et ils bouquinaient. Et mon regard s'est posé sur la légende, qui disait tout simplement qu'il s'agissait d'une bibliothèque secrète, clandestine, dans la ville de Daraya. Et Daraya, je savais donc à l'époque que c'était une ville, ça a été un des berceaux de la révolution syrienne, une ville qui a très vite été assiégée par le régime. C'était une forme de punition imposée par Bachar al-Assad. Non seulement ils ont été assiégés, ces gens-là, mais ils ont subi bombardement sur bombardement, parfois 80 bombes au baril d'explosifs par jour. Ils ont subi des attaques chimiques. Ils ont été affamés. Pendant tout ce siège, à un moment donné, ils ne pouvaient se nourrir que d'une soupe à base de feuilles par jour. Et alors que les ventres se vidaient, eh bien, ces jeunes-là se sont raccrochés aux livres, au pouvoir de la lecture, et donc se sont créés une bibliothèque, donc cette photo que j'ai découverte sur Internet, une bibliothèque qui est devenue leur axe de résistance, leur agora. Et en fait, grâce à ce lien très fragile, très futile de l'Internet, j'ai pu prendre contact avec eux. Et pendant 4 ans, nous avons communiqué à travers la fenêtre de l'Internet et ils m'ont raconté leur histoire. Ce projet fou qui a été de se dire à un moment donné... Est-ce que tu veux qu'on voit quelques oui, photos bien peut-être sûr, on peut commencer à les faire défiler. Pour que le public partage donc, vous voyez, avec ça nous. vous donne une idée de cette ville de Daraya qui, pendant 4 ans, de 2012 à 2016, a été constamment bombardée. Donc des immeubles réduits à des états de millefeuilles. Et des jeunes qui commencent à se filmer, des jeunes qui commencent à aller fouiller dans les décombres des maisons abandonnées, des maisons bombardées, et qui, alors là on voit, là c'est une école bombardée, et qui au fil de leur quête tombent sur un trésor merveilleux, des livres enterrés au fond des sous-sols des maisons complètement détruites. Et ils se donnent comme mission d'aller exhumer ces ouvrages et de les sauver. Et ils t'ont dit pourquoi ils avaient ressenti cette mission par rapport à ça? En fait, c'est parti d'un projet complètement, je dirais, presque anodin pour eux, c'est ce qu'ils disaient à l'époque. C'était de se dire, on veut nous tuer, on veut tout détruire, mais nous, on va essayer de sauver le peu qui nous reste, les petites miettes de notre patrimoine culturel. Et ce patrimoine culturel, c'était ces livres. Alors, ils ont sillonné la ville, les maisons complètement détruites, et ils sont allés de mosquée en église, parce qu'il y avait des églises à l'époque à Daraya, aux maisons où les gens, sous la censure de Bachar al-Assad et du père Hafez, se procuraient des livres au marché noir, et donc gardaient précieusement chez eux ces livres censurés. Et ces jeunes qui avaient été nourris à la propagande pendant toutes ces années, tout d'un coup tombaient sur ces ouvrages incroyables qui leur parlaient de démocratie, de transgression des interdits, de résistance, tombaient au moment où ils étaient coupés du monde, tombaient sur ces livres qui étaient des fenêtres d'ouverture sur le monde. Et donc ils se sont mis à récolter ces ouvrages, ils ont récolté un fonds d'à peu près 15 000 manuels, et ils se sont dit, il faut qu'on les protège. Ouais. Et donc ils ont dégoté une cave dans la ville, un sous-sol, et ils ont créé cette bibliothèque clandestine. Voilà, ouais, je crois. Ouais. Voilà. Et là, c'est l'image malheureusement de la fin de cette histoire, parce que c'est un récit d'espoir. Cette bibliothèque leur a permis de tenir pendant toutes ces années, de survivre. Ça s'est transformé en université clandestine. Ouais. Il s'y passait tout dans cette bibliothèque. Ils y ont marié leurs copains. Ils y ont organisé des funérailles pour ceux qui sont morts sous les explosifs. Parfois, c'était très joyeux aussi. Ils repoussaient les chaises et les tables contre les murs, et puis ils mettaient de la musique. Ils se mettaient à danser. Un jour, ils se sont même dit, tiens, si on crée un journal. Ils étaient beaucoup dans l'autodérision. Ouais. Et donc, ils ont créé un journal avec des bouts de rien, qu'ils ont appelé évidemment Karkabé, ça veut dire le foutoir. C'était une espèce de
d'ironie par rapport au sort dans lequel le sort auquel ils étaient confrontés. Et puis il y avait de tout dans ce journal. Il y avait des articles sur le football, des articles sur la dissidence politique. Et puis il y avait une page, moi, qui m'a vraiment interpellée. C'était la page dédiée justement au pouvoir des mots, les mots transgressifs. Donc il y avait un horoscope, mais évidemment toutes les cases à remplir, c'était à partir de mots issus du jargon de la guerre. Et puis il y avait aussi un horoscope. Et l'horoscope, donc c'était pas le signe du poisson, du taureau, etc. C'était la Kalachnikov, c'était le checkpoint, c'était le baril d'explosifs. Et les conseils qu'on donnait à chaque signe, c'était des conseils inspirés de leur quotidien. Donc l'un d'entre eux, c'était par exemple, si demain tu es invité à manger chez un copain, tu as intérêt à grignoter quelque chose avant d'y aller parce qu'il n'y aura rien à bouffer. Donc c'était une façon de faire comprendre, on n'a rien à manger dans cette ville, mais on continue quand même à survivre à travers les mots. Et cette histoire, elle est incroyable, et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un livre, parce que quel plus beau message que celui de cette aventure de sauvetage du patrimoine, qui se transforme en une aventure de pouvoir des mots, le pouvoir des mots, la beauté des mots, contre la violence des bombes. Toi qui es au contact de cette violence, tu crois profondément à ce pouvoir des mots. C'est quelque chose que tu défends beaucoup. Évidemment, ces mots dans ces régions tellement blessées, échymosées, endeuillées, c'est ça qui fait tenir les gens. Les livres ne peuvent rien faire pour arrêter les bombes. Les livres ne peuvent rien faire pour arrêter les balles de sifflet, mais en tout cas, ces livres, comme le dit très bien l'un d'entre eux, ce sont des baumes. Ils ont un pouvoir salvateur. Ils les aident. À Daraya, c'était leur cas. Ils les aidaient à tenir debout, à ne basculer dans la violence, dans l'extrémisme aussi, et à entretenir comme ça une espèce d'enfance qui a été tuée, qui a été sacrifiée, donc le pouvoir de l'imagination, la possibilité de s'évader, de rester debout, de rester humain tout simplement. Et c'est pas pour rien que justement, parmi ces lecteurs dans la bibliothèque, il y avait des citoyens activistes, des activistes pacifiques, mais il y avait aussi des combattants anti-Assad qui de temps en temps se sauvaient de la ligne de front pour aller se ressourcer à travers ces ouvrages. Et il y avait un côté qui m'a vraiment beaucoup touchée aussi, c'est cet engagement inné citoyen venant de ces jeunes. Parce que tous ces livres qu'ils ont sauvés, ils ont voulu les numéroter. Et ils ont voulu apposer sur chaque ouvrage le nom du propriétaire, en se référant à chaque maison dans laquelle ils étaient entrés. Et en se disant que la guerre, un jour, elle se terminera, la vie reprendra. Et avec cette volonté de se dire, on voudra remettre ces ouvrages à leurs propriétaires. Parce que, comme le dit Ahmad, l'un d'entre eux, on n'a pas fait cette guerre pour détruire, on n'a pas fait cette révolution pour détruire, on l'a faite pour construire, et on n'est pas des voleurs. Donc, chaque élément sauvé reviendra à la personne à qui il appartient. Alors, il y avait des best-sellers quand même inattendus dans cette bibliothèque. Exactement. Ils lisent de tout, ces jeunes. Ils lisent... donc, bien évidemment, ils lisent ce qui leur tombe sous la main, en fonction de ces ouvrages qu'ils découvrent. Ils tombent sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ils tombent sur des manuels de théologie, des ouvrages de philosophie, de grands ouvrages de sociologie. Je pense à cet ouvrage du grand sociologue tunisien Ibn Khaldoun, des poèmes du palestinien Mahmoud Darwish. Ils dévorent la traduction arabe de L'Alchimiste de Paolo Coelho. Et puis, plus inattendu, ce pavé qui devient leur ouvrage fétiche, dont ils mémorisent des passages par cœur, c'est un livre, un best-seller américain de self-help, de développement personnel, qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens efficaces ». Et alors, on n'allait pas me demander pourquoi. Moi, c'est la première question que j'aurais posée aussi. Et tout simplement, ça semble tellement atypique, mais pour eux, ça semblait logique. C'est que, voilà, ce qu'ils m'expliquaient, c'est que dans ce chaos qui était devenu leur vie,
où ils frôlaient la mort au quotidien, eh bien, ce livre les aidait à mettre un petit peu d'ordre dans leur vie. C'est une sorte de manuel. Moi, j'ai jamais réussi. Il m'est tombé des mains en permanence parce que comme il n'arrêtait pas d'en parler, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à le lire. J'avoue que j'ai jamais réussi à le terminer. C'est des points. Enfin, on a l'impression d'être dans une école préparatoire aux grandes écoles de commerce, avec un slideshow qui défile avec les clés A, B, C pour bien réussir sa vie, sa carrière, le rapport dominant-dominé, etc. Enfin bon. Bref, en tout cas, c'est devenu leur livre de référence. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Mathias, cette magnifique histoire, toi qui... J'en avais entendu parler, j'ai pas lu le livre, mais j'ai très très envie de le lire. Mais ça me touche beaucoup parce que alors, toutes les histoires sont différentes et on va surtout pas faire de comparaison, mais juste une forme d'écho dans les questions de résilience. Moi, ça me fait penser à la question de la résilience. Voilà. On vous coupe un bras, qu'est-ce qu'on fait pour vivre sans le bras ? On va pas avoir un bras qui repousse, mais on peut inventer une prothèse, une façon. Et eux, ils ont fait une prothèse avec les mots. Ça, je trouve ça assez incroyable et ça ressemble à toutes les questions de deuil. Je sais que, à titre personnel, quand j'ai perdu ma mère, le fait de lire et puis d'écrire a fait, voilà, on coupe une maman, on coupe un bras, ça ne repoussera pas. Mais il a bien fallu que je fasse quelque chose avec ça, avec cette... c'est le plus grand des échecs de perdre sa maman, même si on n'y est pour rien. Donc il faut reconstruire quelque chose. Et les mots ont été précieux. Ensuite, c'est notre expérience que j'ai eue qui me fait penser à ça, qui résonne pour moi. Puis encore une fois, dans aucune mesure, je me compare à tout ça. Mais j'ai été hospitalisé pendant 11 semaines pour une greffe de moelle osseuse. J'ai changé de groupe sanguin. Enfin, c'est un truc. J'étais en chambre stérile, je voyais que des gens avec des masques. On ne pouvait pas me toucher pendant 11 semaines. Et en fait, ce qui a été le plus important pour moi, c'est les histoires. C'est-à-dire que les livres, le fait de pouvoir continuer l'identité, en fait, ça m'a fait penser à ça quand vous racontiez, le fait que, en fait, c'était leur truc. Ils pouvaient à la fois danser, en fait, c'était leur identité, cet endroit de mots. Et moi, quand j'étais malade, le fait de ne pas devenir un malade, de rester moi-même qui lit et qui écrit, ça continuait à faire passer le fluide de vie dans un endroit où j'étais coupé de toute vie, vu que j'étais dans un endroit complètement aseptisé, où j'avais absolument droit à rien, si ce n'est à essayer de me reposer, ce qui m'était complètement impossible. Donc ça a évoqué ça, et quand j'étais dans cet endroit-là, je me suis fait un rêve, et du coup je l'ai incorporé dans un livre ensuite. J'ai inventé en fait une société secrète, et qui ressemble un petit peu à eux, en fait, qui s'appelle les Surprisiers. Et les Surprisiers, pendant la Deuxième Guerre mondiale, allaient, à la nuit tombante, au risque de leur vie, après le couvre-feu, cacher des livres interdits, les livres qui étaient brûlés par les nazis, etc., sous les paillassons des gens, sur le rebord des fenêtres, allaient offrir des livres au risque de leur vie. Et ça m'a fait un petit peu penser. Je me suis dit, eh ben, ils existent en vrai, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de raconter. En tout cas, c'est l'émotion que j'ai vécue moi en étant tout seul et en me battant avec les mots, ce que j'essayais de fabriquer moi et ce qu'on m'a administré, comme un traitement joyeux pour le coup. Et voilà, eux, eux, ils l'ont fait en vrai dans des situations encore plus difficiles. Et puis ce qui est encore plus beau, c'est que c'est une collectivité. C'est-à-dire que moi, j'étais tout seul et ma collectivité, c'était les infirmières, mes proches et les livres. Mais eux, ils ont fait ça ensemble. Il y a une organisation. Ils se sont harmonisés ensemble pour faire ça. Donc, évidemment, je trouve ça magnifique au vrai sens du mot magnifique, avec tout le panache que ça comprend. C'est vrai que ça nous ramène au pouvoir universel de la lecture. Et dans ces moments-là, les mots sont de précieux compagnons. Et les livres sont ces armes d'instruction massive qu'on pourra toujours tenter de détruire, d'anéantir. Mais les livres, on peut aussi les mémoriser, on en apprend des passages par cœur. Donc les livres resteront toujours dans les cœurs, les livres sont des passe-murailles. Et on peut être en effet bloqué dans sa chambre d'hôpital ou enfermé dans une ville pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
on ne pourra jamais empêcher les mots de circuler. Et je trouve ça très, très, très fort. Puis c'est la question de la nuance, c'est-à-dire ce qui était intéressant, c'est quand vous expliquiez par exemple que le livre, qui est devenu vraiment leur livre le plus important, vous, il vous est tombé des mains. Et en fait, c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, il y a la nuance. Finalement, pas peu importe le contenu, parce que évidemment, on peut aimer ensemble, s'entre-passionner comme on l'a fait toute la soirée de livres qui nous plaisent, mais on peut aussi ne pas être d'accord. Et ça, c'est la nuance. Et la question de la nuance, c'est quand même la meilleure chose pour combattre toutes les dictatures et tous les absolutismes. Et la nuance est dans les livres, puisqu'on peut aimer, ne pas l'aimer. On aurait préféré que l'histoire finisse comme ça, mais le personnage, on aurait aimé le retrouver. Et en fait, ça crée du mouvement et ça crée de la vie. Donc c'est évidemment primordial. La nuance et l'échange aussi, Ouais. parce que justement, c'est ce qui s'est passé pendant toute la soirée. J'ai eu la grande chance d'être ici en tant que spectatrice pendant toutes ces lectures et j'ai beaucoup appris. Vous m'avez énormément nourri, enrichi et je vais... avant de repartir à Istanbul, évidemment que je vais aller dévaliser une librairie. J'ai noté toutes les références. Et c'est pareil pour eux, pour ces jeunes. C'est que pour ceux qui n'avaient pas le temps de lire ou qui étaient trop stressés, étant donné l'angoisse aussi, évidemment, de la guerre, il y avait les copains qui leur faisaient des fiches de lecture et qui improvisaient des conférences. Et donc, les jeunes étudiants qui, ironiquement... étaient privés d'université ou qui, à l'époque, avant la Révolution, reconnaissaient qu'ils détestaient lire, d'ailleurs, parce que pour eux, le livre symbolisait la pensée unique, les livres imposés par le régime. Tout d'un coup, dans cette agora secrète, cette cave de livres et de papier, eh bien, ils ont commencé à se transmettre des idées, à partager des ouvrages et à expérimenter finalement... je dirais oui, c'est ça, une certaine forme, même une démocratie à laquelle ils n'avaient pas eu droit avant. Miniature. Oui. C'est le cercle des poètes disparus un petit peu. Complètement. C'est une petite commune comme ça à part qui a survécu à l'ombre dans une cave à Daraya pendant 4 ans. On va peut-être se quitter sur cette belle lumière. Merci beaucoup Delphine pour ce beau récit. Merci beaucoup. Merci. Je trouvais que c'était... Merci à vous. Je trouvais que c'était beau de terminer avec ce regard, le vôtre, et cette fabuleuse histoire qu'on a découverte grâce à vous. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Cette nuit de la lecture à la Maison de la Poésie avec Reading White s'achève et j'espère vous retrouver très bientôt, sur d'autres scènes et ici même pour fêter les livres et la lecture. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Rentrez bien. Prenez soin de vous. Merci.